Bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver dans Allons plus loin. Il est 16h30, nous sommes ensemble jusqu'à 18h30 pour analyser, questionner toute l'actualité politique et parlementaire. Et on va prendre le temps de le faire ce soir avec notre invité du jour, c'est Philippe Dominati. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sénateur de Paris rattaché au groupe LR, vice-président de la commission des finances. Et vous réagirez notamment au premier jour du procès de Jean-Luc Mélenchon et à ses accusations contre ce qu'il appelle une justice politique. Durant ces 2 heures, nous irons aussi en salle des conférences du Sénat. Quentin Calmet fera réagir d'autres sénateurs et sénatrices. Ce sera tout au long de l'émission. Nous serons aussi à Uzès, dans le Gard, avec Alexandre Poussard. C'est là que se tiennent les assises des petites villes de France. Édouard Philippe y a pris la parole tout à l'heure. Et puis allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à nous dire. Avec nous aujourd'hui, Jean-Philippe Moinet. Bonjour. Vous avez étudié de très près justement le livre de Jean-Luc Mélenchon. Exact. Leader Maximo. Il n'y en a qu'un, Jean-Luc Mélenchon. Eh bien c'est dit, à tout à l'heure. Jean-Sébastien Ferjou fait aussi partie du club aujourd'hui. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour. Bienvenue et vous allez nous faire part d'un coup de cœur. Oui, pour un article de Martin Wolf, un des grands éditorialistes du Financial Times. Et si vous avez envie de comprendre les inégalités, mais sans lire pour autant les 1000 et quelques pages du livre de Thomas Piketty, et tout en restant dans un champ libéral, parce que c'est ça qui est très important, il faut lire cet article. Vous avez fort vendre votre chronique. Caroline Deschamps est également dans le club aujourd'hui, la chef du pôle web de Public Sénat. Bonjour Caroline, vous nous parlez d'une application qui a beaucoup fait parler cette semaine. Oui, l'appli qui évalue les ministres. Oula, à tout à l'heure donc, dans une demi-heure, Sénat en clair. Nous reviendrons sur l'épineuse question de la rémunération des élus. Un colloque se tenait au Sénat aujourd'hui sur le sujet. Le gouvernement prépare un changement de cap. Qui seront les gagnants? Qui seront les perdants? On vous éclaire sur ce sujet avec nos invités. Hashtag ALPL sur Twitter, c'est le nouveau hashtag, retenez-le, ALPL. Mais d'abord, le fait du jour donc, le procès de Jean-Luc Mélenchon, un procès très médiatisé et très critiqué par les membres de la France Insoumise. Depuis une semaine, ils nous disent que ce procès est très politique. Audrey Vuettaz. La séquence d'arrivée au tribunal était soigneusement préparée, sous les cris des militants. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Appelés à venir en nombre par la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon et ses 5 co-prévenus, parmi lesquels Alexis Corbière ou Manuel Bompard, ont posé longuement devant les caméras, affichant leur unité. Nous sommes là pour faire entendre nos arguments, déterminés, persuadés que tout ça est hors norme. Depuis le début, cette affaire est politique. Et j'invite chaque citoyen à s'interroger sur la manière dont cette affaire a été enclenchée. Une affaire politique, ici dans la voix d'Alexis Corbière, mais depuis plusieurs jours, ce sont les mots de Jean-Luc Mélenchon dans la presse. Il parle de justice instrumentalisée, disproportionnée pour le museler d'après lui. Il y a la volonté d'organiser un spectacle contre nous, pour nous dénigrer, nous salir et nous rabaisser. Et pourquoi ? Pour avoir fait preuve de rébellion. Ah, quelle découverte, je suis un rebelle depuis toute ma vie. C'est marqué dessus, insoumis. Dans les faits, ce qui lui est reproché ainsi qu'aux autres prévenus, ce sont leurs mots et leur comportement il y a 1 an, lors d'une perquisition au siège de la France Insoumise. La République, c'est moi! C'est moi qui suis parlementaire! Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte! Ils sont poursuivis pour rébellion en réunion, provocation et surtout acte d'intimidation envers un magistrat, des policiers et un gendarme. Allez, vas-y, essaye de me pousser pour voir. Ne le touchez pas, vous ne le touchez pas. Le procès, délocalisé au tribunal de Bobigny pour la sérénité des débats, a commencé ce matin par une demande de renvoi de la part du parquet. Des éléments auraient été versés tardivement au dossier. Demande rejetée. Le procès a donc lieu aujourd'hui et demain. Jean-Luc Mélenchon encourt jusqu'à 10 ans de prison, 150 000 € d'amende, ainsi qu'une peine d'inéligibilité. Allons plus loin, donc d'abord avec vous, Philippe Dominati, sur ce point, sénateur de Paris rattaché au groupe LR, vice-président de la commission des finances. Comment vous revoyez ces images et ces dénonciations de la France Insoumise qui parlent d'une justice d'exception? Écoutez, il y a 2 aspects. Il y a d'abord l'attitude personnelle de certains des acteurs, dont Jean-Luc Mélenchon, qui manifestement ont pénaliser le comportement des parlementaires dans leur attitude, notamment à l'égard des forces de l'ordre. Et puis, là où il a raison, quand même, c'est qu'effectivement, trop souvent, la justice est quand même instrumentalisée, bien souvent, par le pouvoir en place. Mais est-ce que vous iriez jusqu'à parler d'une justice politique ? Et ça, les parlementaires qui ont de l'expérience, qui l'ont vécu, lorsqu'ils sont dans l'opposition, on a tous plus ou moins quelques expériences où on a été instrumentalisé, où on a essayé de faire pression sur les parlementaires. Et dans un pays qui est normalement attaché à la séparation des pouvoirs, je trouve que
le pouvoir le plus fragile, depuis quelque temps, c'est effectivement le pouvoir des parlementaires. Depuis quand ? Le Parlement. Depuis quand ? On le voit par de multiples choses, par les contrôles, par la possibilité d'investigation des parlementaires, par le respect par l'administration et les ministères des parlementaires des questions qui sont posées. On vous objecte la langue de bois, on vous entrave, et c'est vrai que dans l'action du Parlement, de temps en temps, dans la séparation des pouvoirs, je trouve que ça dérape un peu, et donc je ne suis pas trop surpris de sa réaction qui essaye de compenser la faiblesse de son attitude personnelle lorsqu'il s'est trouvé dans une situation et pris en flagrant délit de ne pas pouvoir garder ses nerfs et son sang-froid. Bon. Mais vous dites depuis un certain temps. Au-delà de ça, il y a un parti politique, il y a des parlementaires, et on a tendance à un peu oublier que si on a un Parlement, c'est parce que c'est un contre-pouvoir à un exécutif qui dispose de moyens puissants et que ces moyens, souvent, sont instrumentalisés par la justice. Mais depuis quelque temps, je répète ma question, vous avez dit depuis quelque temps. Depuis quand ? Depuis le mandat Macron ou avant ? Oh non, c'était avant. C'est pas une exclusivité de Macron. C'est-à-dire que ça a presque toujours existé, le rapport de force entre la majorité et l'opposition, entre un gouvernement et son opposition. Sauf qu'effectivement, comme on a affaibli la fonction parlementaire au fur et à mesure, eh bien, un certain nombre d'acteurs vont de plus en plus loin dans la réponse aux courriers. Vous avez des préfets qui ne répondent plus, vous avez des ministres qui ne répondent pas, qui ne se sentent pas concernés, vous avez des administrations qui répondent à côté, et donc à force d'affaiblir la fonction, eh bien, effectivement, on affaiblit le rôle. Alors, c'est pas parce que tel ou tel parlementaire manque de comportement dans son discernement que effectivement il ne faut pas entendre les autres critiques et ces autres critiques, moi je les entends. Alors Philippe Dominati, vous restez avec nous, on va revenir sur le cas Mélenchon et sur tout un tas d'autres sujets que vous allez pouvoir commenter. C'est le moment du club d'Allons plus loin. Et dans le club aujourd'hui, je le disais, Jean-Philippe Moinet, directeur de la revue Civique, Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico, et Caroline Deschamps, chef du pôle web de Public Sénat. Jean-Philippe, on va commencer avec vous. On va continuer de parler de Jean-Luc Mélenchon, parce que vous avez étudié de très très près le livre du leader de la France Insoumise, et vous vous êtes attaché au choix des mots. Oui, effectivement, choix des mots, MOTS et MAUX de Jean-Luc Mélenchon, en partant des images qu'on connaît, qui sont devenues assez célèbres, et qui portent naturellement une part de vérité personnelle et politique de Jean-Luc Mélenchon. Ces images, d'abord, avant d'évoquer le livre, nous donnent à voir quoi ? Une sorte de tonitruance, une forme de colère et une forme de violence aussi, qui est à peine maîtrisée, en tout cas une véhémence, et de l'outrecuidance aussi, sur notamment cette phrase « Moi, la République, il fallait oser, il l'a fait ». Mais ces images, effectivement, et la réalité d'une entrave faite à une perquisition de justice, qu'il a mis hors de lui, peut-être pour d'autres raisons que simple colère personnelle, renvoie aussi ces images à des écrits anciens, répétés, renouvelés dans ce livre qui vient de sortir, qui caractérise un populisme qu'on va qualifier d'éruptif, celui de la provocation par le conflit assez permanent et la fameuse polarisation. Et c'est une tactique d'ailleurs propre aux mouvements radicaux, il n'a pas le monopole de ça, mais la formation personnelle de M. Mélenchon, notamment son passage au trotskisme, est peut-être une clé d'explication et de compréhension du personnage dont on voit la trace, j'allais dire le fil très rouge dans son livre. Et c'est vrai que pour Public Sénat, d'ailleurs, j'ai fait une petite recherche sur cette stratégie Mélenchon, et c'est vrai que j'ai trouvé quelque chose d'hallucinant. C'était le 7 octobre 2012. Il évoque la voie révolutionnaire à suivre de Chavez. Il parle à la vénézuélienne lui-même dans ce passage, qui dit il faut transformer un peuple révolté en peuple révolutionnaire. C'est quand même un peu d'actualité dans son esprit avec les Gilets jaunes, et créer un parti de la révolution. Et d'ajouter ce passage clé, la conquête de l'hégémonie politique a un préalable, dit Mélenchon, il faut tout conflictualiser. Et il répète à la tribune, tout conflictualiser. Et il s'énerve déjà, c'était en 2012. Ça reste d'actualité dans ce livre, effectivement, que vous venez de citer, et ainsi de suite. Sorti juste... préparé pour le procès, qui est une merveilleuse occasion de spectacle pour lui, dans la posture victimaire, à l'évidence. Et les références au conflit ne sont pas nombreuses dans son livre, elles sont permanentes. Quelques exemples de citations. La France ressemble à Hong Kong, page 17. On passe de la justice individualisée à la justice d'exception, même page. Est-ce encore un état de droit que la Macronie, page 14.
Et encore, il y en a plein, hein. Il y a 150 pages, c'est un pamphlet au vitriol. J'ai l'honneur d'être parmi les 3 premiers députés insoumis inculpés politiques depuis la guerre d'Algérie. Page 25. Donc autant de propos, on voit nuancés, hein, qui cherchent à faire croire à ce procès politique dont il veut être la victime iconique. Est-ce que ça va marcher pour finir mon propos Alors, du point de vue de l'opinion, c'est vrai qu'il mise sur une part de l'opinion publique qui croit à la manipulation générale. D'ailleurs, c'est ce qui le rejoint de Marine Le Pen, qui d'ailleurs a approuvé certains de ses propos aujourd'hui même. Est-ce que ça va convaincre les juges ? On peut en douter, en tout cas ça peut contribuer un petit peu à les froisser, à les crisper. En tout cas, une chose est gagnée, je finirai là-dessus, Rebecca, une chose est gagnée pour lui, c'est que c'est peut-être le premier objectif qu'il a eu, c'est de faire bloc autour de lui au sein de la France insoumise, dont on sait qu'elle est traversée de contestations. Il a réussi à faire quoi ? À faire silence dans les rangs. Parce qu'au moment du procès, il n'y a plus question de contestation du leadership qu'on entendait cet été assez bruyamment commencer pour la future présidentielle. Donc il a une chose gagnée, c'est silence dans les rangs. Est-ce que pour autant ça peut suffire ? Est-ce que ça peut marcher, votre avis, Philippe Dominetti ? Je ne pense pas. Je crois qu'en réalité, ça masque la difficulté, je dirais, du sang-froid que l'on doit avoir dans des circonstances difficiles et surtout avoir un projet politique. La contestation permanente ou la protestation permanente, ça ne fonctionnera pas et pas longtemps. En tout cas, ça ne fonctionne plus électoralement déjà, et on voudrait un contenu politique. Ça a même été contre-productif électoralement aux européennes, puisqu'il a servi Marine Le Pen. Totalement, mais bien sûr. En aboutissant à 6% en tonitruant avec les Bien sûr, jaunes c'est pour ça que je fais bien la distinction, je dirais, entre ce qu'essaye de faire Jean-Luc Mélenchon à l'occasion de ce procès, mais certains arguments qui sont quand même légitimes, parce qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, contrairement à ce qu'on dit dans notre Constitution, entre l'exécutif et la justice. Et en tout cas, elle est plutôt à sens unique. Vous pensez précisément au cas du président de l'Assemblée, M. Ferrand, qui est soumis à des pressions des juges ? Non, je ne cherche pas nécessairement de manière contemporaine, mais pour revenir au mur des cons des magistrats, ou lorsque vous avez des zadistes qui vont prendre un dépôt avec des préfets, là, il n'y a pas de problème. Et puis, lorsque des parlementaires crient un peu trop fort, on peut perquisitionner leurs locaux, même s'ils ne sont pas dans le champ de la perquisition, c'est un peu problématique. Voilà, donc je veux dire, il ne faut pas tout rejeter dans les arguments qui sont développés, même si le comportement est condamnable, en l'occurrence sur les faits incriminés. On va poursuivre le club avec vous, Jean-Sébastien Ferjou. Billet d'humeur, coup de gueule, coup de cœur. Aujourd'hui, vous avez choisi un coup de cœur. Absolument, comme je vous le disais tout à l'heure, un article ou un long éditorial publié dans le Financial Times, écrit par Martin Wolf, qui est un éditorialiste libéral. C'est important parce que ça parle des inégalités. On parle beaucoup avec cette rentrée, comme je vous disais, du livre de Thomas Piketty, qui est très très long, dont la partie sur les données peut être assez intéressante, mais enfin, dans les propositions sont assez effrayantes, parce qu'en quelque sorte, il veut jeter le capitalisme en quelque sorte sous le pied, et surtout propose des mesures assez liberticides. Enfin, elles ne sont pas seulement antilibérales, elles sont une forme de menace pour la liberté même des individus, notamment sur le front de la propriété. Mais Martin Wolf, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il part d'un constat qui est relativement similaire, c'est-à-dire effectivement la montée des inégalités depuis 20 ans, depuis 30 ans. Il part de 2 constats, à vrai dire. Il y a cette montée des inégalités qui se mesure de bien des aspects différents, le fameux 1% qui captait plus ou moins 10% de la valeur ajoutée il y a une trentaine d'années, ça a plus que doublé aujourd'hui. Ça se voit aussi aux États-Unis en matière même d'espérance de vie, c'est-à-dire que si vous êtes pauvre, vous faites partie des classes moyennes, vos perspectives d'atteindre l'âge de 70 ans sont incomparablement plus faibles que si vous faites partie des classes supérieures. Donc il y a des tas de moyens pour mesurer ces inégalités-là. Et puis il y a un autre constat aussi, et qui d'ailleurs a été le fondement de beaucoup des populismes, c'est que des études, et une étude de Cambridge notamment, que rappelle Martin Wolf, a montré que le citoyen lambda pèse très très peu dans l'élaboration de la décision politique. Alors, pas des décisions politiques de buzz, je sais pas quoi, si on va faire une hotline, et ça peut être sur des causes intéressantes pour les femmes battues, mais des décisions de fond qui impactent profondément ce qu'est des décisions structurelles, notre des mesures monde. structurelles. Mais d'où la thématique d'ailleurs du Take Back Control. Vous savez qu'il y a toute la campagne du Brexit, c'était ça. Elle s'est d'ailleurs investi le discours politique français. Il faut reprendre le contrôle, reprendre le pouvoir sur nos propres vies. Donc ça, c'est le constat. Et derrière, il dit, mais c'est pas le libéralisme qui est en cause, c'est le capitalisme de rente, ce capitalisme rentier qui s'est mis en place pour différentes raisons. Et donc il analyse comme ça à travers différents prismes. Donc il dit, c'est pas. Alors attendez, c'est quoi le capitalisme de rente ? Le capitalisme de rente, la rente, c'est quoi ? La rente, c'est quand quelqu'un
capte plus que finalement la part qui lui est véritablement due dans la production de richesse, en quelque sorte. Voilà, vous avez des rôles sociaux, il y a besoin de boulangers, de médecins, etc. On peut concevoir que certaines activités soient plus productives ou peut-être apportent plus de richesse que d'autres, mais enfin, il y a quand même une juste part. Là, il dit, il y a des gens, quand on regarde concrètement leur utilité sociale et même leur utilité économique, ils gagnent beaucoup plus que ce qu'ils devraient gagner. Grâce à quoi justement, il dit, à cause de quoi? Alors Thomas Piketty, vous direz, c'est à cause du libéralisme, par exemple. Je lui ai dit non, ou du libre-échange. Je lui ai dit non, c'est pas le libre-échange qui est en cause. Le libre-échange, incontestablement, a pu avoir un impact sur certaines catégories de population, notamment les catégories populaires des pays développés qui ont été mises en concurrence avec celles des pays en voie de développement. Mais il dit, en fait, quand on regarde bien, c'est pas une explication absolue, parce que ça dépend quand même de la manière dont les pays l'ont géré, et notamment de la manière dont on indemnise les perdants. Donc il dit, c'est pas le libre-échange qui est véritablement en cause. Il regarde l'immigration, et à chaque fois, il cite des tas d'études très... Et il procède par élimination. Voilà. Donc il dit, c'est pas véritablement l'immigration. L'immigration, ça a un très fort impact culturel ou politique, mais ça a un impact assez faible, justement, sur ce genre de problématique de montée des inégalités. Et là, il en vient à autre chose, justement. Il dit, qu'est-ce qui s'est mis en place? Justement, les monopoles. Il y a moins de compétition qu'il y en avait avant. C'est les fameux GAFAM. On voyait Steve Jobs dans une interview cette semaine qui ne veut pas leur être associé. Il dit non, nous, on n'est pas un monopole parce que Apple ne représente au mieux que 15% du marché des smartphones dans X ou X pays. Sauf que derrière se cache un autre problème, parce que les monopoles, on les a tous en tête, les Facebook, les Google, etc. L'autre problème, c'est la fiscalité. Il y a des tas de trous dans la fiscalité mondiale et le fait que le système fiscal mondial a été pensé sur des moments où il était possible de dire la richesse, elle s'est créée dans tel produit, parce que l'usine, elle était située là. Quand vous produisez un smartphone, l'inventeur, le designer, il est peut-être à San Francisco et l'ouvrier, il est en Chine. Donc la fiscalité n'est plus adaptée à ça, parce que là où le patron actuel d'Apple, il ne fait pas partie des GAFAM, enfin Apple est celui des GAFA qui a payé le moins d'impôts et qui continue à payer le moins d'impôts au monde. D'ailleurs, c'était assez génial. Enfin, génial, le mot est ironique. Ils n'en payaient ni aux États-Unis, ni dans aucune partie du reste du monde, là où Google ou Facebook, on avait toujours payé un peu. Donc c'est là que le bas blesse. C'est là que le bas blesse. Il faut se poser des questions là-dessus. Il faut absolument se poser des questions sur... Et donc c'est pour ça que cet article est très intéressant, parce qu'encore une fois, il vous montre précisément là où les sujets sont les plus importants. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Dominati? C'était le coup de cœur. Écoutez, je crois qu'il y a une grande confusion en France sur la vision libérale et le libéralisme. Lorsque j'entends dire que le président de la République incarne éventuellement une politique libérale, pour moi c'est surprenant, puisque c'était le ministre des Finances de François Hollande, et que le budget qu'il nous présente, ou que son gouvernement nous présente, par le déficit et par les prélèvements fiscaux, et dans la continuité même de ce que faisait François Hollande. Donc finalement, c'est pas une politique j'ai un peu de mal à comprendre en quoi il incarne le libéralisme. Si le libéralisme, c'est le libre-échange et la nécessité dans le monde actuel d'échanger le plus librement et d'entreprendre plus librement, effectivement, en luttant contre un certain protectionnisme, on est en mesure de développer une économie libérale qui me semble indispensable à l'économie française, puisque nous n'avons pas de richesse naturelle, qu'en réalité ce sont les entreprises françaises qui réussissent dans le monde entier, parce que vous prenez pratiquement n'importe quel secteur, vous avez tout le temps une entreprise française dans les 5 premières, sauf peut-être un peu dans le numérique, mais autrement, et ce sont ces entreprises qui réussissent dans le monde entier à promouvoir, que ce soit dans les parfums, dans la mode, dans le service aux collectivités, dans l'atome, dans un certain nombre de technologies. Parce que les marchés sont ouverts. On vend des Airbus au monde entier, on vend des voitures également au monde entier, même si c'est moins que les Allemands. Mais est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout d'un système qui semble créer effectivement de plus en plus d'inégalités? Alors, il y a deux choses dans le libéralisme. Il y a la répartition, c'est-à-dire le rôle de l'État, qui à un moment donné doit aider les plus défavorisés et redistribuer la redistribution. Là où il y a certaines confusions, c'est que dans les visions anglo-saxonnes, normalement, on donne à l'individu la liberté d'entreprendre toute sa vie, mais au moment de son décès, on ponctionne et on répartit. C'est là où l'État, normalement, doit redistribuer. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de fondations. La vision, je dirais qu'on a, nous, un peu, c'est de dire on voudrait être libéral toute la vie, et on voudrait même sur les successions garder ce que vous appelez, si j'ai bien compris, la rente ou le capitalisme de rente. Bon. En réalité, dans les faits, on s'aperçoit qu'au bout de 3 générations, généralement, ceux qui n'entreprennent pas, ceux qui ne sont pas soucieux
la rente dont On a peu de temps, messieurs. La rente dont il parle, lui, c'est le fait de dire un chef d'entreprise, l'écart de la rémunération entre un ouvrier et un chef d'entreprise, il était de 1 à 30 il y a 40 ans, il est passé de 1 à 300 aujourd'hui. Et lui, ce qui met en cause, c'est la financiarisation. C'est pas tant la mondialisation que la financiarisation justement du capitalisme qui par ailleurs a eu un impact sur une vraie crise de productivité pour le coup quel que soit le mode d'organisation des pays. C'est pour ça que c'est pas un débat philosophique sur un choix libéral ou pas, c'est comment on l'articule et une fois qu'on a identifié les problèmes, comment on peut tenter. Comment on renouvelle. Jusqu'à présent, les économies qui apportent le plus de prospérité, ce sont les économies d'inspiration libérale. Et donc la prospérité d'un pays dépend du libéralisme, quelque part, et à partir de ce moment-là, plus on tend vers le libéralisme, plus on a une chance d'enrichir la totalité du pays. La France est le pays le moins libéral par son économie de tous les pays développés. C'est celui où les prélèvements sont les plus importants, celui où la dette est énorme, et le déficit néanmoins continue de se creuser. J'entends le ministre qui dit on baisse les impôts, mais on baisse les impôts avec l'emprunt des jeunes qui dans quelques années devront rembourser, alors qu'on est le seul pays dans cette situation à ce jour dans la situation. Donc le libéralisme est plutôt une bonne chose pour l'économie, et on essaye de le galvauder en France parce que n'importe qui entreprend quelque chose, on considère que c'est au nom du libéralisme qu'il fait, alors que ce n'est absolument pas le cas de la part du gouvernement actuel. Et on va parler de toute autre chose avec vous, Caroline Deschamps. Le club continue. Vous avez pris le temps d'en savoir plus sur une application qui est censée contrôler le travail des ministres et qui aurait été mise en place par la tête de l'exécutif. Oui, et de Toucan Taco. Et là, vous allez me dire, Rebecca, Kezako Toucan Taco. Eh bien, c'est le nom de la start-up qui a été choisie par l'exécutif pour développer le logiciel d'évaluation de l'action des ministres. Façon pour Emmanuel Macron, qui souhaite aller vite, vous le savez, dans les réformes, de surveiller leur avancement. Et une appli, vous l'avez dit, qui a fait beaucoup de bruit médiatique ces derniers jours. On a parlé de flicage, de surveillance. Les médias, évidemment, en ont fait leur miel. Les internautes s'en sont également donnés à cœur joie. Alors, du côté du gouvernement, on assume. Ou alors on minimise, comme Marc Fesneau, le ministre en charge chargé des relations avec le Parlement. C'était sur notre antenne. Écoutez. Pas connaissance de cette application. En revanche, que nous ayons des tableaux de bord, c'est peut-être ça ce qu'on appelle une application. Je ne veux pas citer le nom d'une marque. Si une application, c'est simplement un tableau de bord dans lequel on dit où on en est tel ou tel dossier, et que le président de la République a une exigence particulière, comme le Premier ministre, on a dit qu'on mettait en œuvre telle et telle mesure, quels sont les effets, quels sont les écueils et en quoi ça marche et en quoi ça ne marche pas. Excusez-moi, si on ne peut même plus évaluer dans ce pays sans qu'on dise que c'est une critique et une contrainte, quand on est ministre, c'est bien normal d'être évalué sur les mesures qu'on annonce et leur application. Alors, ce n'est pas vraiment de la coercition, mais c'est quand même une manière de donner un bon petit coup de pression. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Un papier de l'opinion nous en dit un peu plus. Selon Baptiste Jourdan, qui est le cofondateur de la start-up, il ne s'agit pas de fliquer, mais de gagner en transparence et en productivité. En clair, il s'agit de collecter les données, de réaliser un tableau de bord en temps réel avec un certain nombre d'indicateurs. Dans le jargon marketing, on appelle ça un reporting. Et puis, on adapte les décisions le cas échéant. Alors, ce qui était auparavant un casse-tête sous la forme d'un tableau Excel, ça devient fluide, facile, mobile avec une appli. Alors, j'ai essayé de joindre Toucan Taco sans succès. Heureusement qu'il y a YouTube. Kylian Bazin, l'un des cofondateurs de la boîte, explique l'importance de la data. Regardez. La data pour une entreprise, c'est comme si tu partais en montagne et que tu partais sans carte. Et ça revient à l'idée de personne de partir sans carte en montagne parce que ça revient à se remettre dans une logique de pionnier longue avec énormément de risques. Tu pars avec la carte, tu sais déjà le chemin que tu vas parcourir, tu peux en faire une évaluation de la distance, etc. La montagne, Rebecca, c'est donc parfait pour les premiers de cordée, car grâce à l'appli, ils vont emmener tout le monde vers les sommets. Blague à part, pour savoir encore un petit peu plus, je suis allée me promener sur le site. Toucan Taco est auto-financé, mais bénéficie quand même de l'aide de l'État. Ouais. La start-up a des gros clients, elle a Total, je peux citer Total, LVMH, PSA, ou encore les supermarchés Cora. Alors, ces outils de data visualisation, c'est utile pour les DRH, les commerciaux. Par exemple, pour Cora, les dirigeants, les responsables de magasins peuvent voir en temps réel les performances des magasins en fonction de leurs objectifs. Mais il ne faut surtout pas parler de flicage. Non.
avez... pas. C'est du rendement, c'est améliorer la productivité, c'est ça l'idée. Donc pour l'appli du gouvernement, c'est un peu la même chose. On visualise en temps réel l'action des ministres et l'avancée des dossiers qu'ils portent. Alors je ne sais pas si les réformes du gouvernement s'apparentent à une grande surface. En tous les cas, c'est les outils de l'entreprise privée qui sont appliqués à la politique. En clair, c'est la Startup Nation. Mais est-ce que c'est vraiment nouveau ça, Caroline? Alors le pilotage à portée de smartphone, ça c'est plutôt nouveau monde. Mais l'idée de noter les ministres, ça c'est pas l'idée, elle n'est pas nouvelle. Je ne sais pas si on pourrait même l'appeler le Parlement. Peut-être que Philippe Dominati nous dira dans un instant. Exactement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Rebecca et vous tous autour de la table, en 2007, Nicolas Sarkozy avait annoncé vouloir évaluer son équipe gouvernementale. Mais en fait, l'idée avait tourné court par ce qu'ils se sont dit, attention au retour de bâton, à vouloir noter ou mettre un zéro pointé à tel et tel ministre, et ça peut être contre-productif et puis ça peut fragiliser évidemment toute l'équipe. Et puis le ministre, il peut se prendre des volets de bois vert, des vannes sur Internet, ce qui a été le cas en 2008. J'ai retrouvé un blog, ça c'est bien les archives du web, qui s'était amusé à noter Sarkozy et ses ministres. Alors en rigolant, il disait Sarkozy, il a 21 sur 20, mais il est nul en anglais malgré de nombreux voyages touristiques. Fillon 7 sur 20, timide et n'a peu d'amis. Et comme ça, il déroulait tout le gouvernement. Donc l'idée qui était venue des États-Unis a été jetée à la poubelle par Franck Louvrier, le conseiller com de Nicolas Sarkozy. Et alors vous vous demandez, est-ce qu'il y avait une telle appli ou un tel tableau de bord sous François Hollande? Alors, d'après l'ancienne ministre Maryse Lebranchu, elle a tweeté cette semaine, elle a dit oui, bien sûr, il y avait un tableau de bord. Moi, j'ai passé des coups de fil à différentes personnes, des anciens conseillers com, ils m'ont dit pas de tableau de bord. Donc le vrai du faux, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, c'est pas très nouveau, puisque ces données, elles sont publiques, et les citoyens ont eux-mêmes l'habitude de jauger de l'avancée des promesses des différents présidents de la République. De la même manière, l'association Regard Citoyen, que vous devez connaître, a développé des sites, nosdéputés.fr, nossénateurs.fr. Ils utilisent comme ça l'open data pour évaluer l'activité du Parlement. Ce qu'on espère juste, c'est que l'appli, en tous les cas, ne géolocalise pas les ministres, parce que ça serait carrément flippant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Philippe Dominati? Ça peut être utile d'évaluer en temps réel les réformes? Que l'État essaye de s'adapter à la modernité, pourquoi pas? C'est vrai que normalement, ce genre d'application traite le quantitatif et pas le qualitatif. Alors j'espère simplement qu'on ne doit pas procéder à de l'intelligence artificielle pour les ministres, parce que ça va commencer à devenir inquiétant, de mettre des drones pour voir leur activité. Ces applications, par exemple dans les supermarchés, c'est effectivement du quantitatif. Normalement, moi je suis pour l'humain, en tout cas dans le commandement. Je suis plutôt pour le maître d'école, et je ne sais pas ce que Brigitte Macron penserait si on veut remplacer le maître d'école demain par un logiciel. Alors ça existe, ça peut être utile sur le plan pédagogique, mais le maître d'école doit quand même rester. Et le gouvernement, c'est une responsabilité importante qui nous engage tous, et j'espère que c'est quand même un peu plus sérieux et qu'on n'a pas besoin d'un appareil numérique pour savoir ce que font les ministres, et que les bons ministres sont promus et que les mauvais, on n'a pas besoin d'un appareil pour les dégager. La machine, mais aussi l'humain. Philippe Dominati, vous restez avec nous, c'est l'heure de Ça se passe chez vous. Et là aussi, un tout autre sujet. Ce qui se passe chez vous, c'est le problème de la sécheresse. Elle n'en finit pas. Le pays est à sec. Les restrictions d'eau touchent des dizaines de départements et les incendies se multiplient. Samia Dechir et Fabien Recker se sont rendus dans la Creuse. Ils ont suivi des pompiers qui constatent tous les jours les conséquences de cette sécheresse. Avec des sols très secs en période de sécheresse, le risque d'incendie est plus élevé que d'habitude dans la Creuse en ce moment. Derrière moi, le centre de secours de Bussière-Dunoise. Une vingtaine de pompiers y travaillent. Pendant l'année, leurs interventions portent majoritairement sur du secours à la personne, mais en ce moment, ils sont très mobilisés sur les départs de feu. Colonel Frédéric Delcroix, vous êtes directeur départemental des sapeurs-pompiers de la Creuse. Est-ce que vous faites face en ce moment à un nombre inhabituel de départs de feu ? Alors oui, effectivement, la saison estivale est très très difficile. Au mois de juillet, par exemple, on a multiplié par 5 les interventions sur les feux de végétaux. Au mois d'août, multiplié par 2. Donc effectivement, c'est une période très 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 sèche.
Et alors, est-ce que vous avez assez de monde? Est-ce qu'il faut mobiliser davantage les équipes? Est-ce que vous êtes assez nombreux, tout simplement, face à cette situation inhabituelle? Alors en termes d'effectifs, c'est effectivement suffisant. Simplement, la grosse difficulté que l'on a, ce sont les 94% de pompiers volontaires qui composent les pompiers de la Creuse. Et donc, à chaque fois qu'il y a une intervention, on dérange les pompiers volontaires. Donc, c'est pas toujours facile en période de congé, en période estivale. Donc, la mobilisation des personnels est assez délicate. On y arrive, mais c'est très tendu. Et grâce à des systèmes informatiques que l'on met en place, on arrive à avoir une relative bonne disponibilité. Il y a une semaine, un incendie s'est déclaré ici dans la forêt de Bussière-du-Noise, dans une zone assez difficile d'accès. Comme vous pouvez le voir, les véhicules ici ne pouvaient pas accéder. Il fallait monter tous les tuyaux à pied. Il a fallu 4 jours aux pompiers pour en venir à bout. Capitaine Jean-Luc Fournet, ici on est sur les lieux de l'incendie qui s'est déclenché il y a une semaine. On ne connaît pas l'origine de celui-ci, mais en général, vous intervenez en période de sécheresse sur quel genre d'incendie, de quelle origine? Alors, les origines des incendies sur notre département sont liées souvent à des travaux de particuliers, malgré les interdictions de faire brûler, des travaux agricoles et des travaux forestiers. Actuellement, on est sur un site où il y avait des travaux forestiers. Donc la vigilance de chacun, la prévention, c'est très important en ce moment? Affirmatif, c'est très important parce qu'il y a des zones très sèches et le moindre mégot de cigarette peut déclencher un incendie ou rien que de faire brûler un petit papier, il suffit qu'il y ait du vent et le feu se déclare. Alors, ça peut aussi repartir malheureusement. Ici, c'est une intervention qui a duré longtemps. Là, on est revenu voir sur les lieux et c'est très impressionnant. En fait, on voit que ça brûle encore une semaine après. Alors là, on est sur un type de feu qui est particulier aussi parce que c'est un feu de... Bon, ça a été un feu de surface au début. Maintenant, on se retrouve sur un feu d'humus. Donc, feu d'humus, matériel organique qui est au sol et qui brûle par conduction et une combustion très lente. Il suffit qu'il y ait un appel d'air un petit peu et voilà, on a de la fumée et le feu peut reprendre. Je déroule le tuyau qui est fait. Ok, ça marche, je lui dis. Elle est ouverte. Laisse-le là. Une semaine après, l'incendie en fait n'est pas vraiment éteint. En venant nous montrer les dégâts sur site, les pompiers ont constaté que le feu continuait de couver et du coup ils ont décidé de déclencher une intervention qui est en train de se dérouler derrière nous. Donc en fait là ce qui se passe c'est qu'il faut gratter les sols et arroser au maximum parce que le feu couvre littéralement dans l'humus. On est ici dans une zone forestière comme il y en a beaucoup dans la Creuse et cette situation qui est très compliquée, elle ne va pas s'arrêter avec la fin de l'été, au contraire parce que c'est au mois de septembre que la végétation va continuer de s'assécher de plus en plus et que ce genre d'intervention va continuer de se multiplier. Et c'est un dernier sujet à commenter avec vous, Philippe Dominetti. Vous y êtes sensible, vous êtes attaché à la Corse, et la Corse est souvent frappée d'incendies et de sécheresse. Oui, depuis des décennies d'ailleurs. C'est vrai que très souvent dans ce domaine, on a le sentiment d'être assez impuissant et de ne pas avoir assez de moyens de la part de la sécurité civile. Mais en même temps, comme tout un chacun, je constate qu'effectivement, le climat se dérègle ces dernières années, en tout cas dans le courant de la décennie pour ma part. J'ai pris peut-être conscience tardivement de ce fait, mais je crois que en cela, c'est comme toute l'opinion publique. On voit très bien que les saisons sont décalées, qu'il y a des périodes de grande sécheresse dans notre pays. Et c'est vrai que le politique, ou les politiques en général, doivent être maintenant beaucoup plus vigilants et ne pas traiter l'écologie d'une manière, je dirais, secondaire. Et donc l'écologie appartient à toutes les formations politiques. Ce n'est plus l'apanage de tel ou tel mouvement. Ils ont eu le mérite d'alerter, je dirais, mais effectivement, on est tous très préoccupés maintenant par ces changements climatiques. Mais c'est intéressant que vous disiez ça, parce qu'effectivement, très récemment encore, Marine Le Pen a parlé d'écologie, évidemment La République En Marche, Europe Écologie Les Verts. J'ai envie de dire, la droite, finalement, est peut-être un peu moins audible ou propose moins de choses sur ce sujet. Et NKM n'est plus là. Alors NKM n'est plus là et il n'y a plus grand monde, peut-être. Je dirais, il faut se dire des choses. Général, ça Mais oui, vous avez raison. Le bilan carbone de la droite, ça m'énerve. La droite est un peu en période de restructuration, mais ça laisse espoir parce que ça va être difficile d'aller plus loin. Donc effectivement, sur ces thèmes-là, en réalité, il y a des responsables de droite qui exercent des responsabilités locales, bien souvent, dans des régions exposées à la sécheresse et qui prennent en compte de plus en plus
ces problèmes comme toutes les autres formations politiques. En réalité, c'est le pragmatisme qui compte. Ce qui compte, c'est lorsque vous êtes président de région, président des départements ou d'une ville et que vous êtes confronté à des pénuries d'eau ou à des incendies ou à un manque de moyens de la part des services concernés, vous êtes pragmatique et c'est pour ça que je dis que c'est un sujet transversal qui touche... Christian Jacob peut être l'homme de la... Christian Jacob est un homme de la terre. Xavier Bertrand, dans le Nord, je crois, est un président de région qui est assez impliqué. En région PACA, c'est une région qui est souvent sujette à des incendies. Donc, je dirais, nombreux quand même sont les élus dans la famille politique à laquelle j'appartiens qui se préoccupent de plus en plus aussi des problèmes liés, je dirais, à l'écologie. Alors, effectivement, ça fait toujours un peu récupération. On se dit, tiens, maintenant, tout le monde commence à parler d'écologie. Non, non. On parle finance, on parle technique, on parle action différenciée, c'est-à-dire on parle gestion, c'est-à-dire responsabilité. En réalité, c'est ça l'écologie. Merci infiniment Philippe Dominati d'avoir participé à Allons plus loin. Merci à tous les trois d'avoir fait partie du club aujourd'hui. J'espère qu'on vous y retrouvera régulièrement à LPL. Continue avec Sénat en clair. Sénat en clair consacré cet après-midi à la rémunération des élus. Un colloque se tenait tout à l'heure sur le sujet au Sénat. Il y a un projet de loi du gouvernement en cours qui planche sur cette question et qui s'apprête à favoriser les élus des petites communes. Alors au-delà du possible, probable même, calcul politique de l'exécutif, il y a quand même un vrai débat à ouvrir. C'est ce que nous allons faire avec nos invités. Mais d'abord, Samia Dechir nous explique comment ça marche la rémunération des élus. Élus de petits villages ou de grandes métropoles, les 36 000 maires de France ne sont pas tous indemnisés à la même hauteur. Cela dépend de la taille de la commune et dans les plus petites d'entre elles, les montants sont très loin d'être exorbitants. Moins de 700 € bruts par mois pour les villes de moins de 500 habitants. Dans les communes de 500 à 999 habitants, le maire touche 1 205 € bruts par mois. De 1 000 à 3 499 habitants, l'indemnité s'élève à 1 672 € bruts par mois. Pour les plus grandes villes, l'indemnité va de 2 139 à un peu plus de 4 200 € bruts par mois. Enfin, les maires des villes de plus de 100 000 habitants touchent un peu plus de 5 600 € par mois. Des écarts d'indemnisation très importants, alors que les maires de petites communes passent eux aussi beaucoup de temps en mairie. Je touche 1050 € par mois net. 1050 € net par mois pour un élu qui a par ailleurs une famille et un travail de nuit. Oui, effectivement, sur le mandat, j'ai passé plus de temps à la mairie qu'à mon travail par semaine. Face à la crise des vocations, le gouvernement veut réévaluer l'indemnité des élus des plus petites communes. Le projet de loi sur le statut de l'élu prévoit de supprimer les 2 premiers seuils. Tous les maires d'une ville de moins de 3 500 habitants toucheraient la même indemnité de 1 672 € bruts par mois. Les autres seuils, ceux des plus grandes villes, resteraient inchangés. Et avec nous dans Sénat en clair aujourd'hui, Éric Kerrouche, bonjour, sénateur socialiste des Landes, co-organisateur de ce colloque ici même au Sénat sur la rémunération du travail politique. Christine Lavarde, bienvenue, vous êtes sénatrice LR des Hauts-de-Seine, vice-présidente de la commission des finances. Bonjour. Rémi Le Saout, bonjour, maître de conférence à l'université de Nantes, sociologue, spécialiste des élus locaux et de l'action publique locale. Et vous êtes co-organisateur, vous aussi, de ce colloque. Et Hugo Soutra, bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes journaliste au Courrier des maires. Merci à tous les 4 d'être ici. Peut-être Éric Kerrouche, un point sur ce colloque qui s'est déroulé au Sénat. Qu'est-ce qu'il en ressort? Qu'est-ce que vous en avez retenu sur la rémunération du travail politique? Ah oui, en quelques secondes, hein, évidemment. C'est compliqué. C'est compliqué de résumer. Mais écoutez, il y avait un travail universitaire intéressant qui a été mené par Rémi Le Saout et toute son équipe. Un travail qui a beaucoup d'avantages. Il est historique, il est comparatif, donc on peut se comparer à ce qui existe ailleurs en Europe. Il en ressort, j'allais dire, ce qu'on sait, la grande difficulté à parler de rémunération des élus, la grande difficulté à expliquer ce qu'on fait en tant qu'élu, et puis le fait qu'il y a des variations qui sont assez fortes entre les différents pays. On se classe plutôt, en ce qui nous concerne, dans la moyenne des rémunérations. Par rapport à l'Europe ou par rapport au monde? Comment vous en plutôt, là, c'était une comparaison européenne, et il y a des données qui confirment notre statut intermédiaire. D'accord. Et puis aussi le fait qu'il a toujours été compliqué de parler de la rémunération des élus depuis l'origine de l'indemnisation. Et que donc nous avons un besoin
d'expliquer ce que nous faisons, et surtout dire aux gens que la rémunération, ce n'est pas la rémunération des élus qui sont actuellement présents. C'est tout simplement la capacité pour chacun et chacune des Français de pouvoir se présenter et d'accéder eux aussi à un poste politique qui leur garantit une forme d'indépendance financière dans le temps. Tout bien à sûr. fait. Rémi Le Saoud, comment vous avez procédé Éric Kerrouche parlait d'études transversales. Comment vous y êtes pris? Oui, en fait, c'est une étude qui mobilise en France 15 collègues et au niveau de l'Europe, 32 personnes. Donc le travail sur l'Europe, il est terminé. C'est l'ouvrage qui est ici, qui est un travail comparatif en fait des modes d'indemnisation des élus nationaux et locaux. Et au niveau français, c'est ce qu'a exprimé Éric Kerrouche, c'est principalement le développement sur une socio-historique des réformes qui affectent la rémunération des élus. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire de vivre de la politique aujourd'hui? Voilà, ça c'est l'objet. Et d'un point de vue scientifique, en fait, j'avais constaté, c'est pour ça que j'ai proposé ce programme de recherche, qu'il n'y a quasiment rien. En tout cas dans nos disciplines, sociologie, sciences politiques, un petit peu plus en droit, un petit peu en histoire, mais globalement, il n'y a vraiment pas grand-chose d'un point de vue scientifique sur la question de la rémunération des élus, alors que c'est un sujet, on le voit aujourd'hui, puis dès qu'on rencontre des élus, qui préoccupe en fait les élus, même s'il y a des difficultés à en parler. Donc il y avait un intérêt à travailler cette question-là. Ça les préoccupe et c'est bien normal. On va poursuivre ce tour de table. Une réaction avant cela, rémunérer le travail politique paraît évident pour certains et beaucoup moins pour d'autres, effectivement. Il y a quelques jours, sur ce même plateau, le sénateur Philippe Dallier disait à quel point, comme vous d'ailleurs, Éric Kerrouche, la question de l'argent était tabou quand ça concernait les élus et il le regrette. Je voudrais qu'on l'écoute. Dès qu'on parle d'indemnité des élus, on est regardé. Mais pourquoi? Parce que c'est comme ça, parce que les élus sont tous pourris, tous trop payés, ne font rien, etc. etc. Ça, c'est ce qui se dit sur le trottoir. Christine Lavarne, c'est aussi ce que vous ressentez, ce que vous constatez? Je ne saurais pas dire si c'est ce que je constate, puisque effectivement, après, moi, je suis élue d'un territoire où on a quand même une certaine connaissance du travail des élus dans un milieu plutôt de CSP+. Donc finalement, l'écart de rémunération entre ce que peut toucher un élu et ce que touche la population moyenne est beaucoup moins grand que ce qui peut exister si on considère la moyenne nationale. Après, la question qui était très justement posée dans le colloque et qui était l'objet de la dernière table ronde, c'est vit-on de la politique et surtout dans le long terme, parce qu'effectivement, il y a le moment présent, et c'est vrai pour tout le monde aujourd'hui, tout parlementaire a son indemnité. Mais après, comment s'inscrit ce moment où il se consacre on va dire, à la nation, et ce qu'il va faire ensuite. Et le raisonnement n'est pas du tout le même pour quelqu'un qui est, on va dire, jeune, et qui donc ne fera pas toute sa vie au Sénat ou à l'Assemblée nationale, et quelqu'un qui finalement est déjà en position de retraite et vient cumuler son indemnité parlementaire avec son statut de retraité. Et ça revient à se demander si finalement être élu, c'est un métier. Est-ce que ça doit être un métier ou est-ce que c'est une vocation qui ne nécessiterait pas de rémunération? Je répondrai spontanément, une vocation. C'est on choisit de s'engager, puisque finalement, quand on regarde le nombre d'heures passées à exercer son mandat, alors moi j'estime qu'un mandat national doit se coupler d'un mandat local, si on veut pouvoir être aux prises avec la réalité, rencontrer des gens, ce d'autant plus au Sénat où on est là pour représenter les préoccupations des collectivités, et qui ne connaît mieux les préoccupations que quand on les gère au quotidien. Donc, ce qui veut dire un double engagement, et c'est très chronophage, j'entends, bien au-delà d'une activité rémunérée dans une entreprise ou une administration. Une vocation, mais qui doit nous permettre de vivre, de manger, Hugo Sautra aussi. C'est une vocation, et justement, c'est l'importance de débattre publiquement de ce sujet, parce que ça pose la question derrière de est-ce qu'on a affaire à des bénévoles qui viennent, en plus de leur activité principale, servir les intérêts de la commune, ou est-ce que... Mais qui y consacreront moins de temps. Qui y consacreront moins de temps. Ou est-ce qu'on veut des professionnels de la politique à plein temps qui jouent quasiment un rôle de directeur général des services de la collectivité? C'est ce qui se passe en Allemagne. C'est pas le modèle qu'on a en France. C'est quoi le modèle allemand? Le modèle allemand, le maire joue le rôle aussi d'un directeur général des services et est payé bien plus qu'un maire français. Et il est contrôlé par son assemblée municipale. Mais de tout ça, en fait, il faut débattre. Il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise solution. Il faut juste comparer les différents systèmes et vraiment qu'il n'y ait pas de tabou justement sur ce sujet. Il y a besoin de transparence, je pense. Et il faut débattre publiquement de tous ces sujets. Pas de bénévolat, Éric Kerrouche, c'est inenvisageable? Non, mais quand on s'engage, effectivement, il y a des
il y a sans doute une vocation pour s'intéresser aux choses publiques, mais très vite, on se rend compte qu'il faut savoir des choses. Et en fait, être élu, c'est aussi avoir une expertise et apprendre quotidiennement et puis sédimenter les choses qu'on apprend. C'est pas une profession, mais malgré tout, c'est un métier qu'on exerce. Sauf que, effectivement, le métier, cette profession qui devient pratiquement une profession, n'a sans doute pas comme limite. Enfin, il faut pas qu'il n'y ait pas de limite dans le temps. Ce que je veux dire par là, c'est que il faudrait penser les activités d'élus différemment et dire qu'une activité d'élu, ça s'insère dans une carrière professionnelle comme une autre activité. Et donc, ça veut dire aussi, sans doute, limiter le cumul dans le temps des fonctions électives. Et pourquoi c'est si tabou que ça, Rémi Le Saout? On voit Philippe Dallier qui dit « Oh là là, surtout ne parlez pas d'argent ». On donne l'impression que les élus s'en mettent plein les poches. La réponse en très peu de temps est assez difficile, mais je vais donner Allez-y. Quelques éléments de réponse. Ce qui pose problème, en fait, c'est que la fonction d'élu, les fonctions électives ont été construites en France, après notamment la Révolution française, sur la base du désintéressement, sur la base de l'engagement justement vocationnel, sur la base voire d'une logique sacrificielle, et sur quelque chose de spécifique. Et au bout d'un moment, ça marche, mais quand les personnes passent du temps, sont obligées de lâcher une partie de leur profession, etc., comment fait-on? En fait, on compense. Et au départ, ou même maintenant, la rémunération est pensée principalement comme une compensation à quelque chose dont on manque. C'est du temps. Et en partie de l'argent, puisqu'on a plus ou moins arrêté sa fonction. Donc ça crée une première tension qui fait que les élus, de par cette représentation-là, ont toujours des difficultés à dire on est rémunéré, on est une profession, on a un métier. Alors ça vient maintenant depuis 20, 30 ans, 40 ans, ça s'exprime un peu plus. Mais comme la représentation dominante est celle-ci, elle heurte le fait que ça doit devenir quelque chose de rémunéré. Voilà premier élément d'explication qui permet d'expliquer cette contradiction, cette difficulté à en parler. Les élus ont toujours des difficultés à en parler en public, moins en privé, et certaines catégories n'ont pas de difficulté à en parler. Notamment les élus des petites communes n'ont pas de difficulté parce que leurs rémunérations sont relativement faibles, donc ils le disent et il n'y a pas d'ambiguïté sur ce qu'ils font. C'est dans d'autres catégories que ça pose des difficultés. Alors les élus ont peut-être du mal à en parler, mais les citoyens aussi peut-être un peu de mal à entendre parler de leurs élus qui gagneraient de l'argent, peut-être beaucoup d'argent. C'est aussi parce qu'il y a peut-être eu des abus, des scandales. Je vais juste prendre un exemple qui a pu choquer l'opinion. Il date de 2014 et je prends un exemple très marquant exprès, mais pour vous faire réagir. Après son élection, un élu UDI, Stéphane De Paoli, avait augmenté son indemnité de maire au maximum à 4 500 € net par mois. Et il touchait également 1 851 € mensuels d'allocation chômage. Est-ce que ce sont aussi des cas comme cela, Hugo Soutra, qui ont pu choquer l'opinion et rendre le sujet encore plus tabou de la rémunération du travail politique, justement? Assurément, ça n'aide pas, mais j'aurais presque envie, en provoquant, de dire qu'il n'y a pas de problème particulier que c'est le maire de Bobigny gagne 4 800 € si la décision avait été soumise à la population, qu'il y avait eu un débat public autour du sujet. Je pense que le principal problème, moi, je n'ai pas à dire si M. De Paoli doit gagner 4 800 € ou non. Et puis, doit les cumuler avec le chômage. Ce n'est pas à moi de juger, je veux dire, c'est aux contribuables de Bobigny d'en juger de la pertinence de ceci. Je pense juste qu'ils devraient avoir accès à cette information et que ce soit pas, qu'ils n'aient pas à aller fouiller sur le site de la collectivité, télécharger une délibération qui est cachée en page 18. C'est-à-dire qu'il y a une opacité qui entretient ça. Il y a une opacité qui vraiment, je pense, est choquante. Et c'est ça qui va créer le rejet. C'est le côté, on nous cache cette rémunération. Et je pense que ça peut effectivement, en tout cas, ça n'aide pas de faire accepter la juste rémunération des élus, de tous les autres élus qui sont dévoués et qui sont mobilisables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui découvrent aussi peut-être que la rémunération d'un élu, son indemnité en tant qu'élu, se cumule avec une allocation chômage. Christine Lavarne, c'est quelque chose de normal, d'audible pour des citoyens ? Non. À partir du moment où on considère que la personne, au moment où elle est devenue maire, s'est engagée pleinement et est passée dans une sorte de professionnalisation de son dévouement d'élu, à ce moment-là, elle a une rémunération. Alors après, la question à se poser, c'est est-ce qu'un maire d'une ville de 60-70 000 habitants, avec l'ensemble des responsabilités qui lui incombent, son niveau de rémunération tel qu'il est fixé par la loi, correspond
à ses responsabilités, à ses contraintes de temps. Un maire, il est corvéable à merci. Les citoyens peuvent l'interpeller à tout moment. Et c'est ces questions-là qu'il faut se poser. Et quand on va comparer les rémunérations des élus avec les mêmes rémunérations qu'on peut observer dans le monde de l'entreprise, où on peut avoir des rémunérations bien plus élevées, avec des contraintes beaucoup moins fortes, finalement, personne ne vient remettre en question dans une entreprise. Une secrétaire, pour prendre, ne va pas venir contredire la rémunération du PDG. Pour autant, dans une ville, tout citoyen peut venir contredire la rémunération de son maire. Alors, vous le savez peut-être, le gouvernement planche sur le sujet dans le cadre du projet de loi Engagement et Proximité, qui sera examiné en première lecture au Sénat à partir de début octobre. Que prévoit ce texte concernant les indemnités des élus? Et uniquement sur ce sujet, 2 mesures phares: aligner les rémunérations des élus de toutes les villes de moins de 3500 habitants et donner plus de liberté au conseil municipal pour déterminer le niveau de l'indemnité du maire. Édouard Philippe était à Uzès tout à l'heure, dans le Gard. Il a bien pris le temps d'assister aux assises des petites villes de France. Il est revenu sur les violences dont font l'objet les élus locaux, sur la fiscalité locale, mais il a été très bref sur la rémunération des maires. Il a simplement confirmé l'engagement du projet de loi, pas beaucoup plus. Est-ce que, alors que certains attendaient un geste supplémentaire, Éric Kerrouche, est-ce que vous sentez ce gouvernement pas loin de faire un vrai geste envers les élus locaux et en particulier les élus des petites villes? Alors, juste par rapport à ce qu'on vient de dire, on a eu un chiffre tout à l'heure qui est assez clair. Il n'y a que 500 maires en France qui touchent plus avec leur indemnité que le salaire moyen. D'accord. Pour donc donner une très image. peu. Donc après, ils peuvent cumuler éventuellement avec un autre poste. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça sera peut-être 2 fois le salaire moyen. Donc ça relativise 500 maires sur les 35 000 communes. Deuxième élément, pour vous parler un petit peu brutalement, je ne pense pas que dans ce texte de loi, il s'agisse de traiter directement les problèmes des élus. Pour être tout à fait franc, je pense qu'il s'agit plutôt de traiter les problèmes du gouvernement avec les élus, ou les problèmes qu'il a eus avec les élus. Donc il fait de la politique, quoi. C'est-à-dire je crois que nous sommes bientôt en octobre, qu'après il y aura le mois de mars et le mois de septembre. Et que donc, pour vous répondre, je ne crois pas que la perspective qui est proposée est à la hauteur des difficultés. D'abord, pourquoi les maires? Pourquoi uniquement en bas, alors que le rapport du Sénat rendu par la délégation aux collectivités territoriales, toutes les sensibilités y ont travaillé, montrent que ça concerne aussi les autres échelons. Et puis c'est très bien de dire aux gens, mais regardez, vous payez jusqu'à 1 600 € par mois, alors que l'on sait très bien dans les faits que les communes concernées ne pourront pas allouer ce montant au maire. Alors, c'est votre avis. On va demander à un maire, une femme maire, ce qu'elle en pense. Alexandre Poussard, vous êtes à Uzès, justement, pour Public Sénat, et vous êtes avec une élue. Et oui, je suis avec Mélanie Boulanger, maire de Canteleu en Seine-Maritime, une commune de 15 000 habitants. Et Mélanie Boulanger, à votre élection, vous avez choisi d'avoir une indemnité en dessous du plafond. Pour quelle raison ? Effectivement, j'ai une indemnité de 2 250 € qui est nettement inférieure à ce que je pourrais avoir, puisque c'est 3 400 € à peu près, je crois, 3 500 peut-être, que je pourrais avoir. Pourquoi ? Parce que j'ai succédé à quelqu'un qui était écrêté, qui ne pouvait pas gagner plus, et j'ai pas voulu peser davantage sur les finances de la commune qui sont réduites, et j'ai souhaité garder la même chose que ce qu'il avait. Alors, est-ce que vous considérez que cette indemnité est suffisante pour vous engager au quotidien dans votre fonction de maire ? Alors moi, personnellement, je ne me plains pas, je ne suis pas quelqu'un à plaindre, je suis maire d'une commune où une part des habitants importante est à la recherche d'un emploi ou au RSA, et donc je ne me plains pas. Néanmoins, je trouve que c'est toujours suspicieux, c'est-à-dire que c'est toujours trop, y compris pour des gens qui perçoivent le RSA, 2 250 €, ça paraît beaucoup. Sauf que je n'ai présente aucune note de frais, je paye moi-même ma voiture, mon téléphone, et franchement, pour les responsabilités que ça impose, pour le temps que ça demande, c'est une indemnité qui est juste pour vivre. Je ne mets pas d'argent de côté. Très bien, une indemnité juste. Merci Mélanie Boulanger d'avoir apporté votre témoignage. Et le message est passé ici sur ce plateau, il fait déjà réagir. Merci beaucoup Alexandre Poussard. Hugo Soutras, je vous ai vu réagir à ce témoignage. Oui, effectivement, parce que Madame Boulanger parle d'un bon sujet, c'est par exemple le remboursement des frais. Il y a beaucoup d'élus, si on va prendre les élus des petites communes vraiment rurales, qui sont, on l'a dit, mobilisables, mais ne se font pas rembourser leurs frais d'essence. Finalement,
il y a certains élus, je pense, qu'ils perdent de l'argent en s'engageant. Et c'est terrible parce qu'on sent qu'elle essaie de montrer patte blanche, qu'il y a une espèce de soupçon dont elle semble la victime. Mais c'est ça qui est intéressant, je vais dire, c'est de quels élus parle-t-on et de quelles indemnités parle-t-on? Parce que Madame Boulanger est, il me semble, exemplaire, en tout cas à ce qu'elle raconte. On a parlé de ces maires de petites communes qui remboursent même, ne se remboursent pas leurs frais d'essence. Et à côté, il y a une opacité, encore une fois, sur le remboursement des frais de représentation. Enfin, un cas qui a un petit peu défrayé la chronique l'an dernier, c'était le président de la métropole de Lille, Damien Castelin. Il y a eu une enquête de Médiacité, un journal qui montrait justement qu'il s'était payé des parfums, des week-ends dans des hôtels de luxe. Ça, c'est dévastateur en termes d'image pour tous les élus locaux. Et je veux dire, ce qui était dévastateur, c'est finalement qu'il n'a même pas souhaité se justifier. Il a insulté les journalistes en assemblée plénière en disant que c'était une chasse à l'homme. Il a été soutenu par Gérald Darmanin comme Martine Aubry. Il a été applaudi par l'Assemblée. Et ça, je pense que typiquement, c'est entre le discours de Madame Boulanger et la réaction de Monsieur Castelin, il y a un monde d'écart qui est quand même... Et ça brouille le message, Christine Navarre. Ah, mais je suis complètement d'accord avec les deux interventions précédentes. Après, on s'engage aussi avec sa conviction, ce qu'on veut faire, et j'estime qu'il doit quand même y avoir derrière une juste rémunération. Sinon, on aura les politiques que l'on mérite. Et finalement, aussi à l'échelle des collectivités, les problèmes ne sont pas de la même envergure. Et quand on est dans une toute petite commune où finalement il n'y a pas de service, on se fait beaucoup aider aussi par les services de l'État. Quand on est dans une grande ville, à l'inverse, l'État estime que les services sont dans la mairie. Et donc c'est quand même à la fin à l'élu qu'il appartient de décider. Et pour pouvoir décider de la manière semble la plus juste, il faut quand même un certain bagage qui a une valorisation sur le marché. Donc soit on accepte de valoriser ça à un prix, alors qui ne sera peut-être pas celui des entreprises privées, mais qui soit au moins un prix qui permette de vivre correctement et décemment. Rémi Le Saoud, pour conclure ce débat. Oui, enfin pour conclure, je vais simplement dire, souvent sur la question de la rémunération des élus, on prend les élus comme un groupe homogène. Alors que c'est vraiment pas un groupe homogène, il y a des différences énormes, pas forcément d'ailleurs économiques, mais il y a quand même des grandes différences. Et quand on parle rémunération et qu'on le met dans le débat public, c'est souvent on présente les personnes qui sont les moins favorisées, c'est-à-dire les maires des petites communes, etc. Là, en l'occurrence, par rapport à la réforme, on reprend un débat, mais qui existe depuis tout le XXe, et toujours le débat, c'est effectivement qui paie. Donc quand c'est les communes, c'est assez délicat. Et puis, parce que certaines communes ne peuvent pas. Et puis, deuxième élément, c'est comment on va prendre la décision. Et comment on va prendre la décision? Des élus refusent lorsque c'est une demande auprès du conseil municipal, c'est-à-dire lorsque c'est facultatif. Et dans l'entre-deux-guerres, il y a eu plein de débats pour savoir si c'est facultatif ou obligatoire. Et là, on est dans un modèle le plus souple possible, si vous voulez. Et on doit s'arrêter là. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à ce Sénat en clair. Vous restez avec nous. Dans un instant, la suite d'Allons plus loin, c'est le match des idées. C'est le retour du face-à-face Agnès Verdier-Molinier, François Calfon. On va notamment revenir sur la colère sociale qui va se manifester dans la rue samedi et la semaine prochaine. Ce sera un test pour savoir où en sont les mouvements de grogne. Mais avant cela, l'interview politique de Bonjour chez vous. Oriane Mancini recevait ce matin Pierre-Yves Bournazel, candidat à la mairie de Paris. Je crois que le sujet de l'immigration, c'est un sujet qui, on le voit bien, est un peu abrasif. C'est-à-dire que dès qu'un politique en parle, il y a ceux qui disent vous ne faites pas assez, d'autres vous en faites trop. Mais c'est aussi simple que ça, les pauvres ils sont confrontés, les bourgeois du centre-ville. Non, je crois que ce n'est pas aussi simple que ça, parce que par exemple, si on prend la ville de Paris, qui est une ville, une grande capitale, avec une population évidemment hétérogène, où il y a des bourgeois, des gens issus de milieux plus populaires, eh bien, il y a des problèmes lourds. Alors, il est vrai, il y a des problèmes lourds qu'il faut traiter. Et moi, je crois qu'il faut les traiter avec humanité et dignité. Nous avons la question, par exemple, des migrants. La question des migrants, il y a des réfugiés politiques, il y a des migrants pour des raisons économiques, mais peu importe, il faut respecter des hommes et des femmes, des enfants qui fuient leur pays pour des raisons multiples. Et les conditions d'accueil... Ça veut dire quoi, les respecter? Ça veut dire des bonnes conditions d'accueil. Et moi, je milite depuis des années pour qu'on ait des centres humanitaires, des petites unités sur la route des migrations pour décongestionner évidemment Paris et le cœur de l'agglomération de tous les sujets, de tous les problèmes. Mais traiter les personnes avec humanité, c'est l'honneur de la France, c'est l'honneur de l'Europe, mais c'est aussi trouver des solutions pour eux, qu'ils bénéficient ou pas du droit d'asile, qu'ils aient vocation ou non à rester sur le territoire, le temps qu'ils sont sur notre territoire, plus on les accueille dignement, plus on a de chances de mieux les intégrer ensuite, ou lorsqu'ils n'ont pas vocation à rester, en tout cas, ce qu'ils gardent une bonne image de la France. Et par ailleurs, j'ajoute, je finis juste là-dessus, ça règle les problèmes dans les quartiers. Dans le nord-est de Paris, il y a des difficultés. Les habitants ont vécu en première ligne
l'incurie des gouvernements successifs et de la ville de Paris qui n'ont pas su s'entendre sur des problèmes d'intérêt général. Et quand on sort ces personnes migrantes de la rue et qu'on les traite avec humanité, on règle les problèmes des riverains, puisque les sortir de la rue, c'est les sortir de mains de passeurs et aussi de trafiquants, car dans le nord-est de Paris, par exemple, des trafiquants du crack sont venus s'interférer et ont profité de la misère de ces hommes et de ces femmes pour les exploiter. Alors, Gérard Larcher, après l'intervention du chef de l'État, a regretté qu'il n'ait pas eu un mot pour parler d'intégration. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Oui, moi je parle même d'adhésion, parce que là aussi on va avoir un débat sinon très idéologique entre ceux qui disent l'intégration et les autres l'assimilation. L'adhésion, moi je crois que la France s'est constituée de vagues de migration, d'hommes et de femmes venus d'horizons différents. Ce qui compte, c'est d'adhérer à un projet de société, à nos valeurs profondément républicaines, la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité. Ce sont des belles valeurs que nous devons faire partager, et c'est l'adhésion. Bienvenue sur Public Sénat. Merci à vous de nous rejoindre. Allons plus loin encore ce soir. Voici le programme. Dans le grand débat, nous reviendrons sur la rentrée du parti présidentiel. Édouard Philippe cajole les petites villes. Emmanuel Macron nous parle d'immigration. Attention au virage qui pourrait braquer certains marcheurs. Quelle ambiance lors des journées parlementaires aujourd'hui à Saint-Denis. Nous sommes sur place avec Stéphanie Depierre. Assiste-t-on à une rentrée électoraliste? Le chef de l'État met-il déjà le cap sur la présidentielle? On va prendre le temps ce soir de s'interroger sur toutes ces questions. Ce sera avec nos invités. #ALPL sur Twitter. Nous irons aussi, comme toujours, en salle des conférences du Sénat. Réaction de sénateurs et sénatrices. Et ce sera avec vous, Quentin Calmet. Oui, tout à fait, Rebecca. À mon micro, dans un instant, Patrick Caner, le président du groupe socialiste au Sénat. On va évoquer la rentrée de l'exécutif. A tout à l'heure, Quentin. Avant cela, le match des idées, confrontation de points de vue entre Agnès Verdier-Molinier et François Calfon. On va s'intéresser aux différentes manifs prévues ce week-end et la semaine prochaine. Climat, retraite, gilets jaunes. Il y a tellement de rassemblements samedi que même les journées du patrimoine sont perturbées. Emmanuel Macron leur répond dans le Time. On en parle avec nos invités. Mais d'abord, le calendrier avec Aurélien Romano. Le week-end s'annonce chargé en mobilisation sociale. Manifestation de force ouvrière contre la réforme des retraites, marche pour le climat et gilets jaunes. Pas moins de 3 cortèges dans la capitale samedi. L'exécutif pointe le risque du retour des Black Blocs et des débordements. J'ai toujours cette inquiétude que le week-end prochain, ils ont appelé les Black Blocs à se mobiliser sur Paris, on puisse avoir des désordres. Nous mettrons en place un système de sécurité pour protéger les Parisiens, pour protéger les commerces. Ces mobilisations auront lieu pendant les journées du patrimoine. De manière préventive, de nombreux sites ont été fermés cette année. Les ministères de l'Agriculture, de l'Éducation nationale et de l'Intérieur, la préfecture de police. Et pour visiter l'Élysée, il faudra s'inscrire au préalable. Et les mesures de sécurité seront bien sûr renforcées dans tout le secteur, comprenant les Champs-Élysées. Après les manifestations de ce week-end, les mobilisations contre la réforme des retraites vont continuer. Ce sera au tour de la SNCF de faire grève mardi 24 septembre. Cette journée sera aussi marquée par un rassemblement unitaire et interprofessionnel. Et dans le match des idées, ce soir, c'est le retour d'un face-à-face qu'on connaît bien sur Public Sénat. Agnès Verdier-Molinier, bonsoir, directrice de la Fondation IFRAP et auteure de En marche vers l'immobilisme. François Calfon, bonsoir et bienvenue à vous également. Conseiller régional d'Île-de-France, membre du bureau national du Parti socialiste. Les rentrées sont souvent compliquées, souvent agitées, souvent houleuses. François Calfon, est-ce que celle-ci vous semble plus houleuse que les précédentes? Alors, je vais faire une révélation, je ne suis pas prédictionniste météo. Simplement, ce qu'on peut dire très nettement au regard de l'épisode qui s'est passé à RATP, c'est que ça allait en fait au-delà de l'angoisse catégorielle sur la disparition du régime spécial de la RATP, puisque c'était une grève dont on n'avait pas vu une telle ampleur depuis une quinzaine d'années. Donc la question, moi, quand je parle un petit peu aux Français et qu'on en discute, c'est est-ce qu'il y a une suite des Gilets jaunes, d'une certaine manière? Et est-ce que les canadaires budgétaires, que sans doute Mme Verdier-Molinier va condamner, des milliards d'euros qui ont été déversés sur la colère sociale, seront de nature suffisante pour finalement arrêter une grogne qui est une grogne plus systémique que simplement sur des questions d'orientation budgétaire. Voilà le... Bon. Et quand j'entends dans votre introduction que...
Emmanuel Macron répond aux Gilets jaunes dans le Times de Londres. On l'entendra. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il y a quand même une sorte de désamour permanent entre Emmanuel Macron et les Français, décidément. Il voit bien la France, mais un peu trop d'en haut, ce qui crée un certain nombre de dysfonctionnements. Agnès Verdier-Molinier, l'année dernière, on était nombreux à ne pas avoir senti arriver ce mouvement des Gilets jaunes, cette puissance, cette ampleur. Est-ce que là, il faut se préparer ? Est-ce qu'on pourrait être surpris à nouveau par l'ampleur des grognes ? Je pense que l'an dernier, les syndicats se sont sentis très orphelins finalement de la rue, en tout cas au mois de novembre, parce que effectivement, eux non plus n'ont pas vu venir tout cela. Ils étaient peu mobilisés sur les ordonnances travail, en démarrage du quinquennat, on s'en souvient. Et la sensation que ça donne, mais peut-être que je vais trop loin en disant ça, mais néanmoins, c'est l'idée de prendre un peu sa revanche. Et je pense que pourquoi est-ce que François a noté qu'il y a eu énormément de mobilisation au niveau de la RATP, de l'ordre de 90%, Eh bien tout simplement parce que je pense que le mot d'ordre syndical aujourd'hui, alors je ne sais pas dans quel rang et je ne sais pas à quel niveau, ça doit être plus ou moins, écoutez, on ne va pas se faire voler cette rentrée-là, parce que l'an dernier c'était les Gilets jaunes, et là on veut que ce soit une rentrée très syndicale. Donc je pense qu'il y a quand même une façon de surjouer un peu tout ça, et c'est d'ailleurs assez symptomatique sur les retraites, parce qu'il va y avoir beaucoup encore de grèves vraisemblablement. Il y a eu la RATP, il y aura la SNCF la semaine prochaine, mais en réalité on n'a pas encore le programme de la réforme. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas de détails, on ne sait pas combien d'années ça va mettre pour converger. Certains membres du gouvernement d'ailleurs dénoncent des mouvements préventifs, des grèves préventives. Oui, mais si ça se trouve ça va mettre 15 ans, si ça se trouve c'est, et d'ailleurs moi c'est ce que je crains, ce sont les salariés du privé qui paieront encore l'addition pour maintenir des départs plus précoces et des niveaux de pension mieux disant pour le secteur public. Donc, pour moi, c'est un peu la revanche vis-à-vis des Gilets jaunes en cette rentrée de 2019. Après, il faut voir comment ça va se passer, mais le problème, c'est que ça risque de monter un peu comme une cocotte minute jusqu'à Noël, et je ne sais pas si il n'y aura pas des débordements et des risques justement d'insécurité, comme ça a été dit par d'ailleurs le ministre de l'Intérieur dans le reportage. À chaque période de tension sociale se pose la question de la convergence des luttes. Jérémy Clément, qui est gilet jaune, qui est président des Ronds-Points du Cœur sur France Info ce matin, nous dit « Ça fait des mois qu'on a annoncé une convergence le 21 septembre. Ce n'est pas pour rien que vous aurez samedi une convergence avec les syndicats et autres. Il est temps d'arrêter les clivages pour que les choses changent. On a besoin de tout le monde, syndicats et politiques, pour mettre un coup de pression. » Sa réponse aux gilets jaunes, vous l'avez dit, Emmanuel Macron l'a réservée au Time, magazine américain auquel il a donné une interview. Je voudrais qu'on en écoute un extrait. I think this is the French system. In our country, we like leadership and we want to kill the leaders. I mean, I spent a long while with each of these people, and we just catch one sentence, getting it out of the context. But this is it. It created this image. Politics is also about perception. My challenge is to listen to people much better than I did at the very beginning. To have a method which is not just to reform for the country, but to reform with the country, which was this method launched with the Great Debate. Myself being more respectful of this time with people. Il fait des promesses en anglais aux Gilets jaunes. Vous voyez, il a vraiment un problème de communication. Il nous dit que la politique, c'est du symbole. On le retrouve à parler en anglais à une journaliste du Time dans son bureau à l'Élysée pour répondre. Mais il promet plus d'écoute. Non, mais ça j'entends bien. Mais c'est un peu l'histoire du prisme. La lumière, elle rentre pour dire je vous ai compris. Et il le fait à travers le Times de Londres. Bon, passons cela parce que c'est pas très intéressant, mais ça montre quand même le désamour qu'il y a entre les Français et Emmanuel Macron, qui d'ailleurs a décidé de mettre en scène un duel avant l'heure avec le Front National. Bon, ce qui est plus intéressant par rapport à notre débat, parce que je souhaite qu'on puisse approfondir, c'est ce qu'on fait très bien ici, c'est qu'au fond, est-ce qu'il n'y a pas finalement une forme de modèle qui était le modèle libéral, de mondialisation, de marchandisation des services, qui est un peu en train d'imploser. Cette affaire de réforme des retraites, tout le monde a très bien compris qu'avec une baisse du chômage, en réalité, avant 15 ans, il n'y a pas de problème systémique pour les retraites. Et donc, c'est quelque part offrir aux bourgeois de Calais, ou plutôt aux bourgeois de Bruxelles, les clés du système de protection sociale avant l'heure, même si, bien sûr, il y a un défi démographique et qu'on peut y répondre ensemble. Mais vous avez vu cette affaire de l'hôpital auquel les Français sont très sensibles. Je réponds sur la convergence
convergence des luttes. Il y a maintenant un retour en grâce, si j'ose dire, de l'esprit public, du fait que les investissements doivent être publics. Il y a un niveau d'information, et d'ailleurs Agnès Verdier-Molinier peut le constater, moi-même, sur des questions financières, budgétaires, qui est beaucoup plus partagé par les citoyens, quoi qu'en pensent les gens. Et donc il y a une forme de contrôle collectif, et y compris de l'argent public. On a vu que la question fiscale, avant à gauche on disait c'est le lien du commun. Les gens voient que parfois c'est pas le lien du commun, c'est abusif. Et donc il y a une remontée de l'intérêt public d'un côté et une défiance vis-à-vis de la mondialisation et de la privatisation rampante d'un certain nombre de services. On appelait ça les services d'intérêt généraux, mais aussi, par exemple, d'Aéroports de Paris, qui est le contexte, si j'ose dire, le fond de sauce, puisqu'on parle de cocotte minute, le fond de sauce qui peut peut-être faire la convergence des luttes bien plus que tel ou tel leader syndical ou gilet jaune qui la décrète. Agnès Verdier. Alors, il y a deux sujets. Il y a un sujet, c'est comment on réforme la France et comment ce président peut réformer mieux la France avec les Français, c'est ce qu'il a dit. Je crois qu'il y a un problème de communication vis-à-vis de nos compatriotes sur quels sont les enjeux, où est-ce qu'on va, combien vous allez payer et pour quel service public en face. Parce que s'il y a un attachement au service public, certes, mais pour quel prix et avec quelle qualité. Et ça n'a pas été tellement finalement mis sur la table depuis le début de ce quinquennat, bizarrement, parce qu'on s'attendait à ce que ce soit mis sur la table. Ça n'a pas été le cas, parce qu'il nous a beaucoup parlé pendant la campagne de la transformation du modèle, et on avait compris qu'il allait faire rentrer ce modèle dans le 21e siècle, qu'il allait l'adapter, pas le casser, c'était pas ça, mais l'adapter pour qu'il soit plus performant. Transformation, c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont fait en Suède, c'est ce qu'ils ont fait au Danemark, c'est ce qu'ils ont fait dans plein de pays. Alors, pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait ? Je pense parce qu'il y a aussi une impossibilité gouvernementale à dire les choses véritablement. C'est-à-dire, par exemple, pour la retraite, tout le monde sait, je suis sûre que François, au fond, le sait aussi, on va aller vers 65 ans. Et au lieu de dire, oui, les gars, on va vivre plus longtemps, il va falloir travailler plus longtemps, parce que sinon, nos systèmes, même si on y est très attaché, etc., eh bien, ils ne sont pas viables. Et à un moment, il y aura de la casse. Il y aura des baisses de pensions très importantes. Oui, vous imaginez bien qu'un tel discours ne passe pas auprès d'une opinion qui est déjà en effervescence. Justement, je pense que l'opinion, elle est spécialement en effervescence parce qu'elle comprend qu'on ne lui dit pas les choses de manière claire. Vous voyez, pour la fiscalité écologique, finalement, pourquoi ça n'a pas été compris ? Parce que le gouvernement, au même moment où il disait « je baisse les impôts », augmentaient sur les carburants. Et là, il y avait un problème de cohérence et de communication. Donc sur chaque euro, comment on le dépense, et sur chaque réforme, comment finalement ça va améliorer les choses, ce serait beaucoup plus cohérent. Je ne suis pas le diagnostic qui a été posé sur les retraites, vous l'aurez compris, parce que je pense qu'il n'y a pas de problème immédiat comptable sur les retraites. Par contre, c'est faux, il y aura 10 milliards de déficit dans 2 ans. Ce que je relève, c'est 6 milliards, et c'est s'il y avait eu 150 000 suppressions de fonctionnaires. Il n'y aura pas de bataille de chiffres auxquelles les téléspectateurs ne comprennent Je reviens sur, par exemple, l'affaire qui je trouve très sensible sur la question de la crise des urgences, qui est réelle. Enfin, je veux dire, elle est incontestable de droite comme de gauche. Bon. Au fond, là où je vous suis, c'est qu'il n'y a pas de volonté réelle de s'attaquer aux racines, si j'ose dire, du mal. Les racines du mal, c'est qu'on a fait une politique stupide et comptable qui s'appelait le numerus clausus, où on a dit il y a trop de dépenses médicales, donc on va plus former de professionnels de santé. Conclusion, il n'y en a plus. Ça, c'était la technostructure de droite comme de gauche pendant 25 ans. La deuxième racine du mal, c'est un lobby. Je sais que je ne vais pas me faire que des amis ce soir. C'est les médecins libéraux. Dans le temps, quand j'étais gosse, vous aviez ce médecin de campagne Houdeville qui recevait à toute heure. Maintenant, ça n'est plus du tout le cas. Et ce qu'on appelle la permanence des soins, qui est la contrepartie à un système public de financement, termine. Elle n'est pas assurée. Donc, sur ces grands débats de société, c'est pas simplement l'approche comptable, c'est d'impliquer, d'informer. Non, surtout que c'est pas le sujet de ce soir. Répondre, mais sur la médecine de ville, la médecine de ville est maltraitée dans ce pays. D'accord, allez, c'est pas le sujet. C'est l'inverse. On dépense 6 milliards de moins par rapport aux Allemands en médecine de ville et 11 milliards de plus à l'hôpital. Et c'est un autre débat. Deuxième thème. La réalité, elle n'est pas celle que François décrit du tout. Cela concerne les ménages les plus aisés. Ils n'auront peut-être bientôt plus droit au crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile. Les députés de La République En Marche de l'aile gauche sont en train d'y réfléchir. Ils espèrent ainsi récupérer 400 à 500 millions d'euros. Avant de vous demander ce que vous en pensez, on va faire réagir Sophie Taillé-Polian en salle des conférences au Sénat. La sénatrice apparentée au groupe socialiste est au micro de Quentin Calmet.
Oui, Sophie Tallier-Polian, on va parler ensemble de cette idée avancée par des députés LREM. L'emploi à domicile, eh bien, il profite d'un crédit d'impôt. Dans le budget 2020, les Français qui ont le plus de revenus, eh bien, ils pourraient ne plus bénéficier de ce crédit d'impôt. Est-ce que vous y voyez une mesure d'équité, avec davantage d'équité fiscale, et donc vous saluez cette idée des députés LREM ? Alors, nous sommes dans une situation où un travail sur les niches, sur les crédits d'impôt semble indispensable. Parce qu'effectivement, on doit toujours se reposer la question de l'utilisation des deniers publics. Et en termes de justice fiscale, ça peut se poser. Cela dit, je considère que cette proposition, si pour la majorité et les députés En Marche, c'est une proposition qui vise à rééquilibrer en faveur de la justice fiscale, j'ai envie de leur dire, ne votez pas la suppression définitive de la taxe d'habitation pour les 20% les plus riches, parce que là, il y aura un petit déséquilibre. Pour la suppression de la taxe d'habitation pour les 20% les plus riches, il s'agit de 7 milliards d'euros. Pour cette idée, d'ailleurs assez floue, de limiter le crédit d'impôt pour les personnels qui travaillent à domicile, j'ai vu un chiffrage à 400 millions d'euros. Donc je crois que de toute manière là, on est encore loin du rééquilibrage. On est encore au contraire dans une aide massive aux gens les plus aisés. Alors certains sénateurs de droite disent que ça va favoriser le travail au noir. Est-ce que c'est aussi une de vos craintes ? C'est vrai que c'est possible qu'il y ait un certain basculement de certains emplois qui étaient déclarés grâce à cette incitation. C'est une réalité, c'est tout à fait possible. Cela dit, je pense qu'il y a de toute manière déjà des plafonds, c'est-à-dire qu'il y a un certain seuil au-delà duquel le crédit d'impôt ne s'applique plus. Donc bouger ce plafond pour faire en sorte que les plus aisés soient moins aidés ne me semblerait pas absurde. Mais encore une fois, on ne peut pas compter sur cette mesure pour avoir un rééquilibrage et s'orienter vers la justice fiscale. C'est complètement une goutte d'eau. Une dernière question, si cette mesure elle est inscrite au budget 2020, vous la voterez, on l'entend, c'est ça ? Mais écoutez, moi j'attends il y a le vote sur chaque mesure et puis il y a la vision globale. Et c'est ça pour moi qui prime. Savoir si telle ou telle mesure comme ça individuellement est bonne, et ben parfois on en perd la vision globale. Donc je ne sais pas, en plus je dirais qu'on a un tel flou, c'est même pas vraiment une proposition formalisée. Donc je réserve tout à fait mon opinion là-dessus. Eh bien merci beaucoup pour cette déclaration à notre micro, Sophie Tallier-Polian. Agnès Verdier-Molinier, vous souhaitiez réagir ? Oui, je suis... À la fois, je m'y attendais à ce qu'ils y viennent. C'est-à-dire, en gros, vous payez déjà énormément d'impôts, vous payez déjà 50% de l'ensemble des impôts directs, 250 milliards d'impôts directs si on additionne tout. Et le dernier décile, les 10% qui gagnent le plus, que les 10%, pas les 20%. Les 10%, ils payent déjà plus de 50% de la totalité, y compris après niche. C'est vraiment ce qu'ils payent vraiment, c'est 130 milliards d'euros par an. Ils payent le modèle social français. Et alors, on leur dit petit à petit, t'as pas droit à ci, t'as pas droit à ça. Alors, il y a eu les allocs, et puis alors après, il y a ceci, il y a cela. Et puis maintenant, il y a l'histoire de l'emploi à domicile. L'emploi à domicile, ça sert aussi à payer des professeurs qui donnent des cours particuliers. Ça sert à payer des personnes qui vont garder les enfants à la maison. On dit aux femmes, allez travailler. Il faut que vous puissiez travailler. Et puis après, on leur dit, non, vous gagnez trop pour avoir une place en crèche. Il y a des gens qui sont prioritaires par rapport à vous. Donc, il faut que vous embauchiez quelqu'un. Mais on leur dit après, vous gagnez trop, parce que c'est insupportable que vous ayez une possibilité de pouvoir déduire les charges. Alors, il y a des charges énormes, des charges qui sont très importantes quand vous embauchez quelqu'un à domicile. Alors, après, ça dépend. En tout cas, quand vous le déclarez. Oui, c'est bien le oui, problème. Alors, je ne dis pas que c'est quasiment l'équivalent de ce que vous payez en net, mais ça double quasiment le prix total. Donc c'est un choix qui est fait par le particulier aussi de respecter les droits sociaux de ceux qui fait travailler. Il les respecte, ces droits sociaux, parce qu'en face, il y a quoi ? Il y a des cotisations à la retraite, etc., etc. Donc on est en train de dire que le particulier employeur, il aurait moins de droits que l'employeur qui est dans une entreprise. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de l'entreprise, quand vous êtes dans des niveaux de rémunération au SMIC, ce qui est souvent le cas d'ailleurs de personnes qui travaillent, il y a des exonérations de charges. Mais quand vous êtes employeur particulier, vous êtes horrible, vous êtes méchant. Vous devez... Donc vous n'avez plus droit. On doit vous punir parce que vous gagnez trop. Et vous payez déjà trop d'impôts, mais en plus, on va vous dire,
dire, finalement, si jamais vous déclariez pas ces personnels que de temps en temps... Vous seriez poursuivi. Vous seriez poursuivi, on vous dirait que vous êtes horrible parce que vous faites de la fraude sociale. Donc, à un moment, il faut un peu de cohérence. Si on veut que ces personnes-là soient déclarées et qu'elles aient des droits sociaux, il faut aussi qu'il y ait... Faciliter la vie de ceux qui les embauchent. En tout cas, ce que nous dit mon interlocutrice, ça sent un peu le vécu, manifestement. Bon. Non, mais attends, vous êtes dur de dire ça. Non, je suis pas vécu. Moi-même, j'ai employé quand mes enfants étaient... Toutes les femmes qui travaillent. Moi-même, j'ai employé quand mes enfants étaient plus jeunes, par le biais du particulier employeur, des personnes. Donc, on va revenir le pourquoi, finalement, ces députés LREM dits de gauche se distinguent. Parce qu'en réalité, les cadeaux, si on regarde l'histoire fiscale de ce quinquennat, puisqu'il est quasiment terminé, les cadeaux, ils n'ont pas été faits au 9e décile fiscal, c'est-à-dire au cadre supérieur. Les cadeaux, ils ont été faits aux 1% les plus riches, qui, eux, je le répète, ont eu plus de 300 000 euros de cadeaux fiscaux par an. Et qui est-ce qui... Parce qu'ils sont toujours pas rattrapés par la brigade, les 1% les plus riches. Je vous rappelle que l'ISF n'a pas été rétabli. Je vous rappelle que la flat tax n'a pas été rétablie. Donc, en clair, pour la famille Arnault, et félicitations pour nos riches qui sont maintenant les deuxièmes fortunes. Ils ont travaillé, mais les deuxièmes fortunes du monde, cela, tout va bien. Par contre, ceux qui sont cadres supérieurs, ceux qui, effectivement, sont les oubliés en général de toutes les réformes fiscales, il y a un problème de contrat social. Le contrat social, c'est que c'est quand même sur eux, là pour le coup, ces gens-là, ils ne vivent pas du capital, ils vivent du travail. Alors, bien du travail, mais ils vivent du travail. Donc, je crois que vous êtes presque d'accord ce soir. Là-dessus, le diagnostic, c'est que en fait, la République En Marche ne veut pas taxer les super riches. Donc, ils taxent le 9e décile fiscal. La dernière chose, elle est quand même extrêmement importante, c'est que la conséquence de tout cela, j'en fais pas l'affaire du quinquennat, on est interrogé là-dessus, on y répond, c'est de rejeter toute une partie des gens qui travaillent dans le travail au noir, c'est-à-dire dans l'absence de protection sociale. Ce serait une conséquence directe. Et l'argument, et là, pour une fois, je suis d'accord, et j'ai pas peur de dire que je suis d'accord, l'argument selon lequel on supprime ça, oui, sur un salaire finalement qui est souvent celui du SMIC, et en réalité c'est rarement à temps plein, c'est-à-dire une fraction du SMIC, à ce niveau-là, dans les entreprises, il y a une exonération totale des charges sociales. Donc c'est un équivalent, et donc on rejette ceux qui sont déjà les plus précaires, parce que ceux qui travaillent dans les entreprises familiales sont plus précaires que dans des entreprises où il y a des représentations du personnel, une protection sociale. Pourquoi pas des perspectives de carrière dans le travail au noir? Alors, si donc c'est le type même, pour moi, d'une fausse bonne idée. Et ça rappelle cette formule absolument clairvoyante de Gilles Carrez. Derrière chaque niche fiscale, il y a un chien. Non, et en tout cas, ce chien-là a raison pour le coup. Non, mais en l'occurrence, c'est une niche hyper importante. Mais moi, vous avez entendu que je n'étais pas en opposition frontale. Si on se met dans la logique, ça veut dire que le particulier est employeur et il doit être presque considéré quasiment comme une petite TPE à soi seul, ce qui est le cas quand vous employez quelqu'un, par exemple, pour garder vos enfants. Eh bien, vous devriez pouvoir déduire tout ce que vous payez en salaire et en charge de votre net imposable. Vous devriez pouvoir le déduire totalement. Et là, aujourd'hui, c'est fait avec une histoire de crédit d'impôt, etc. C'est plus compliqué. Si on considère que ce crédit d'impôt, c'est pas ce qu'on veut, on déduit ça du net imposable sur lequel est calculé l'impôt. Parce que c'est de l'emploi qui est créé par ses salariés, comme une entreprise créée. Pour aller plus loin encore. Non, mais attendez, je suis pour une logique cohérente entre employeur, entreprise ou employeur particulier. Voilà, il n'y a pas de raison que ce soit... Le plan Borloo, il y a quelques années, il faut que l'État soit un minimum stable. Le plan Borloo nous avait dit le gisement des emplois de service. Alors, il y avait deux formes d'emplois de service. À l'époque, il y a eu beaucoup d'études de la DARES. Soit c'était les États-Unis. Vous voyez, à la sortie du Walmart, il y a des travailleurs pauvres qui remplissent les sacs plastiques, parce que là-bas, il y a encore des sacs plastiques, alors que chez nous, c'est nous qui remplissons nos courses. Donc ça, c'est pas souhaitable comme emploi de service, c'est-à-dire c'est le bout du bout du bout de la précarisation. Soit c'était de professionnaliser un secteur de l'emploi à domicile, donc on pense beaucoup aux mères avec des enfants, mais il faut aussi penser à nos aînés au 4e âge. Et il y a quand même une dernière phrase d'Émilie Cariou, qui est l'une des députées qui propose la suppression de ce crédit d'impôt. L'argent public n'a pas vocation à financer des services à domicile de confort des personnes aisées, comme un jardinier, un coach sportif ou un secrétaire particulier. Non mais attendez, là encore, j'aimerais bien savoir quel est le pourcentage de coachs sportifs dans l'ensemble des 4,5 milliards. Je trouve que ça met le doigt sur quelque chose qui n'est pas la réalité de ce qu'utilisent vraiment les ménages français en personnes qui les aident finalement à s'occuper des enfants et des personnes âgées. On dit aussi, et ça elle ne le dit pas, une place en EHPAD, c'est beaucoup plus cher. Donc si vous embauchez quelqu'un pour aider votre grand-mère ou votre arrière-grand-père
à rester chez lui, c'est aussi moins d'argent dépensé pour les dépenses publiques. Est-ce qu'on a fait cet écart-là? Quand vous avez un enfant gardé à domicile et qui n'est pas en crèche, c'est moins cher pour la collectivité par le crédit d'impôt plutôt qu'une place en crèche. Donc il faut au moins le favoriser. Non, mais il faut le dire. Et il faut dire aussi que l'histoire de baisser de 5 milliards l'impôt sur le revenu et ensuite dire on va se rattraper sur des niches qu'on va raboter de l'autre côté, c'est quand même un petit peu gros et ça finit par se voir. Allez, il nous reste 5 minutes pour le troisième thème de ce match. Il concerne le nouveau patron de la SNCF. C'est Emmanuel Macron qui a tranché hier soir. Ce sera Jean-Pierre Farandou. Vous ne le connaissiez pas. Pas de panique. Vous n'êtes probablement pas les seuls, même évidemment pas les seuls. Alors avant d'analyser ce choix présidentiel et pour vous faire une idée du personnage, on a retrouvé une interview qu'il avait donnée à nos confrères d'Europe 1. C'était il y a 5 ans et il défendait bien l'entreprise déjà. Les prix du ticket de transport en commun sont beaucoup plus bas en France que dans d'autres pays. Par exemple, c'est par rapport à Londres, hein, le prix des billets à Paris est bien moins cher qu'à Londres. Donc c'est une réalité. Pour autant, cette perception existe. Je pense qu'on a beaucoup de pédagogie à faire. Il faut expliquer aux Français que prendre sa voiture en ville, ça coûte 3 ou 4 fois plus cher qu'un ticket au plein tarif. Il faut aussi expliquer que la plupart des abonnements pour les salariés sont remboursés à moitié par l'employeur. Donc il y a beaucoup de formules qui rendent le transport public pas cher. La balle est dans notre camp pour faire beaucoup de pédagogie et l'expliquer aux Français. Alors François Calfon, vous le connaissiez, Jean-Pierre Farandou? Il se trouve que je le connais très bien, puisque quand j'étais président de la commission des transports à la région Île-de-France, il s'occupait de ce qu'on appelle Transilien, c'est-à-dire en fait un déplacement sur deux. Bon, ce que je peux dire, c'est que c'est un vrai cheminot. Hein, et de quoi a besoin l'entreprise, au fond? C'est de retrouver la confiance cheminote, parce qu'elle a été complètement émoussée avec une SNCF d'en haut, hein, très sympathique, y compris qui est symbolisé par le tout TGV à des prix astronomiques, et la SNCF du quotidien, c'est-à-dire des transports du quotidien. Or, Farandou est un homme des transports du quotidien. La deuxième chose qui siera, il se trouve que j'ai de la sympathie pour lui, donc je le dis, qui siera sans doute à Agnès Verdier-Molinier, c'est que c'est un homme qui s'est finalement frotté à la concurrence internationale en gérant Keolis, qui est une entreprise à la fois de la SNCF et à la fois volontairement, ils ont créé pour l'export, une entreprise avec des capitaux étrangers, c'est un fonds de pension canadien et d'autres, et donc ils ont à référer à leurs actionnaires et pas simplement à l'État, avec de réels succès à l'export. Donc à la fois du respect cheminot, hein, et une capacité à discuter avec les organisations syndicales, de recréer de la confiance comme à l'époque de Louis Gallois, et à la fois une volonté de faire bouger l'entreprise. Très bon choix, très bon casting à vous. En tout cas, je pense que les cheminots, modestement, pour en connaître un certain nombre, Emmanuel Macron a fait le bon choix. Se sentiront plutôt respectés. Il avait failli, Jean-Pierre Farandou, lors d'une crise avec le précédent gouvernement, être nommé, puisque finalement Guillaume Pépi avait remis sa démission au gouvernement Valls, et pensant qu'on lui dirait restez, on lui avait dit si vous partez, ce sera Monsieur Farandou. Donc finalement, il y a une continuité du choix de cet homme qui, je vous dis, incarne à la fois la tradition cheminote et à la fois une SNCF plus moderne, plus conquérante sur des marchés à l'export. Agnès Verdier-Molinier, il faut dire qu'il y a de gros dossiers qui l'attendent. Oui, mais c'est vrai que je trouve ça bien qu'il ait un profil, ce profil Keolis, qui soit allé se frotter à la concurrence internationale, dans une entité qui est une filiale de la SNCF, mais qui est à capitaux privés. Et donc, c'est ça qui va devoir faire amener comme expérience à l'intérieur, à l'intérieur de la SNCF, parce qu'il y a beaucoup de défis. La concurrence qui arrive dans les régions. Il y a plusieurs régions qui ont d'ores et déjà dit qu'elles allaient mettre en place la concurrence sur leur territoire au niveau des TER. Donc, on y va. Il y a la question aussi, bien sûr, de la négociation sur les retraites, qui va être un sujet très important, parce que, je ne sais pas si vous savez, mais il y a plus de 3 milliards de subventions d'équilibre versées par l'État, parce que chaque année, c'est énorme, rien que pour le régime de la SNCF. Donc là, c'est un gros sujet, c'est un des régimes spéciaux qui coûte le plus cher aux contribuables si on réfléchit par retraité. Il y a donc aussi toute la question des nouvelles embauches qui ne se feront plus sous statut, qui maintenant... Il y a la réforme de 2018. sont des embauches contractuelles. Et donc, on est dans un dossier en perpétuelle évolution. J'ajoute un élément, parce que je suis d'accord avec cela. L'élément, c'est la régénération du réseau. C'est-à-dire qu'il y a une dette abyssale de SNCF qui enfin a été reprise par l'État. Mais si on veut la transition écologique, au lieu de mettre du vert partout et de faire des grands discours en anglais
suivez mon regard, eh ben, il faut régénérer ce réseau en ayant la confiance finalement des cheminots, sans quoi vous pouvez toujours mettre les plus beaux trains du monde. Il y a parfois des endroits où le réseau a 60, 70 ans, et c'est 3 milliards d'euros chaque année pour la régénération du réseau, sans laquelle il n'y aura pas de transition écologique. Et Jean-Pierre Il y a la Farandou est question du peut-être fret la bonne personne. ferroviaire aussi qui est un sujet important. Attention que ce ne soit pas la personne qui empêchera la mise en concurrence dans les territoires. Donc c'est lui qui doit accompagner et pas freiner, parce que la SNCF parfois a envie de freiner aussi la mise en place de la concurrence. Donc ça peut être un sujet sur lequel il faudra surveiller. On l'a compris, Jean-Pierre Farandou a de lourds défis devant lui. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce premier match des idées de la saison. Il y en aura d'autres. Allons plus loin encore, place au grand débat. On va prendre le temps là aussi de revenir sur la rentrée du parti présidentiel, décidément pleine de surprises, peut-être même de volte-face. Je pense bien sûr au discours sur l'immigration d'Emmanuel Macron lundi dernier devant les parlementaires. Et puis, il y a cette soudaine attention portée aux petites villes, aux petites communes. Édouard Philippe a choisi de se rendre aux assises des petites villes à Uzès ce matin, mais pas au rassemblement des métropoles hier. Bref, la rentrée d'En Marche est-elle très électoraliste? On va prendre le temps de se poser la question avec nos invités après ce premier éclairage de Sandra Cerquera. En s'emparant d'un dossier aussi sensible que l'immigration, Emmanuel Macron chasse à droite et met clairement le cap sur 2022, quitte à semer le trouble dans sa majorité. Moi je dis au président de la République, chiche, vous allez à l'encontre d'un paquet de vos députés, ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Pour une fois, écoutez les gens de raison et sensés, c'est-à-dire nous. Et si vous avez un texte pour réformer la ME, pour mettre en place un système plus d'intégration et de contrôle des frontières, alors on vous suivra. À 6 mois des municipales, l'exécutif multiplie aussi les signaux envoyés aux maires de petites communes. Édouard Philippe, absent hier à la conférence des métropoles, a fait le déplacement aujourd'hui à Uzès pour assister aux assises des petites villes de France. Après un début de quinquennat marqué par de fortes tensions, l'objectif est bien de resserrer les liens avec les élus locaux. L'acte 2 de ce quinquennat est celui des territoires, de tous les territoires, de toutes les communes. Ça implique de poursuivre le déploiement d'outils que nous avons mis en place. Cela implique également d'aborder certains sujets, je pense aux questions institutionnelles ou à celles de la présence de l'État dans les territoires, sous des angles qui sont radicalement différents. Et demain, le Premier ministre se rendra dans le Nord à la rencontre des maires ruraux. Reste à convaincre les élus qui attendent des annonces fortes pour répondre au mal-être actuel. Et avec nous pour le grand débat d'Allons plus loin ce soir, Pierre Jacquemin, bienvenue. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Regard et auteur de ce livre. Ils ont tué la gauche chez Fayard. Jannick Halimi, bienvenue. Bonsoir, rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien. Benjamin Morel, bonsoir. Politologue, docteur en sciences politiques à l'ENS Paris-Saclay, maître de conférence à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Et Émilie Zapalski, bonsoir. Experte en communication politique et fondatrice de l'agence de communication Émilie Conseil. Bienvenue à tous les quatre. Ces dernières 24 heures, il s'est passé quelque chose d'intéressant et je voudrais attirer votre attention sur ce premier point. Édouard Philippe a choisi d'aller, et ça ne vous a évidemment pas échappé, à Uzès, aux assises des petites villes, et pas au rassemblement des métropoles hier à France-Urbaine. Benjamin Morel, comment vous interprétez cela ? Il y a eu une volonté depuis la fin du grand débat de renouer le lien avec ce qu'on appelle, pour aller vite, les territoires, c'est-à-dire retrouver cette France qui a été un peu le terreau du mouvement des Gilets jaunes, retrouver notamment les petites communes et jouer ce que l'on n'a pas fait pendant des années et des années avec une décentralisation construite au profit des grandes régions, des grandes métropoles, retrouver au contraire les collectivités de petite taille, les collectivités dans lesquelles s'exerce réellement une forme de démocratie locale, alors que justement, à travers les intercos, à travers les grandes régions, on avait souvent corseté un petit peu le pouvoir des élus de base, des petits maires, de ces élus qui ont un contact réel avec les Français. Et donc, en réactivant ces corps intermédiaires, en réactivant le lien entre, d'un côté, l'État, ses élus et les Français, le gouvernement fait le pari, tout bêtement, de la reconstruction d'un lien entre ces territoires et le pouvoir central. Jannick Halimi, c'est très clair, dans leur état, ce que j'appellerais la démétropolisation, c'est-à-dire on redescend un peu de l'échelle. Alors, pardonnez-moi, vous allez un peu trop vite, parce que la métropolisation, même si les Gilets jaunes sont passés par là, toutes les analyses sur la fracture territoriale, etc., ont marqué
certainement les esprits, et notamment ceux de ceux qui nous gouvernent. Comme le disait Benjamin, c'est vrai qu'il y a une volonté d'aménager le territoire physiquement et politiquement de façon plus décentralisée. Plus décentralisée. Mais moi, j'ajouterais, donc je n'irai pas jusqu'à la démétropolisation, mais j'ajouterai un élément à ce que vient de dire Benjamin Moral. Pourquoi Édouard Philippe va vers ces villes moyennes? C'est qu'Édouard Philippe, il ne faut pas l'oublier, vient de la droite, comme chacun le sait. Il a été jupéiste et on sait qu'il est une sorte de bras séculier, d'agent intermédiaire pour Emmanuel Macron, pour parler avec les maires de droite ou les maires centristes. Donc c'est les municipales. Ce sont bien sûr les municipales et surtout depuis 2014, des dernières municipales, ces villes-là, dans leur majorité, sont tenues par des sans-étiquettes qui sont souvent en fait des maires de droite, des divers droites, des centristes et donc des maires de droite, alors qu'il y a beaucoup plus de métropoles, je pense à Lille, Rennes ou Nantes, qui sont gouvernées encore aujourd'hui par des maires, souvent des femmes d'ailleurs, socialistes. Et là, Édouard Philippe n'a pas moins naturellement ce rôle d'intermédiaire vis-à-vis de la classe politique de droite. Donc j'ajouterais cet élément-là, donc plus partisan, on va dire. Vous êtes d'accord, Pierre Jacquemin, des visées même carrément électoralistes, disons-le? Je pense qu'il fait assez peu de doute qu'effectivement on est rentré dans une période électorale et je crois qu'il y a une obsession à la fois pour le président de la République et l'actuelle majorité de la République En Marche qui est d'investir le plus de collectivités en France à travers les échéances qu'il va y avoir. Il y a les municipales, puis les sénatoriales, puis les départementales, les régionales qui vont suivre. Donc effectivement l'enjeu c'est d'avoir le maximum d'élus, d'avoir une assise locale que la République En Marche n'a pas actuellement. Donc effectivement le profil d'un Édouard Philippe, d'aller séduire un électorat plutôt, ou en tout cas des élus qui sont plutôt sans étiquette. De toute façon, a priori, même pour l'ensemble des municipales, maintenant même pour les grandes villes, a priori, personne n'aura d'étiquette et chacun dira qu'il a monté son association, qu'il est libre et indépendant. Voilà, qu'il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, voilà, tout ça n'existe plus, comme s'il n'y avait plus de conflit politique. En revanche, ce que je pense, c'est que il va se heurter aussi à une réalité qui est la critique des élus locaux. Ils ont été aussi des porte-voix de la misère, de la précarité aussi dans les collectivités. Ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes, il y a eu aussi cet élan de beaucoup d'élus locaux qui ont dit attention au gouvernement, l'absence de dotation pour nos collectivités nous tue. En fait, c'est nous les premiers réceptacles des demandes des citoyens. Et je pense que c'est ça qui va être le plus compliqué. C'est la contradiction entre un discours politique et la réalité de ce que vivent les élus locaux au quotidien. Et qu'ils se disent, qu'ils s'apparentent justement à un mouvement qui serait ni de droite ni gauche parce qu'on est dans une gestion locale. Aujourd'hui, gérer une mairie, c'est vraiment hyper compliqué. C'est-à-dire que les élus locaux n'ont plus de moyens pour rien faire. Ils ne peuvent plus répondre à la demande de leurs concitoyens. Donc c'est ça aujourd'hui la réalité vers laquelle aujourd'hui Emmanuel Macron et en tout cas son Premier ministre va se trouver confronté. Bon, maintenant je sais qu'ils sont entourés de beaucoup de conseillers et que donc les communes locales qu'ils vont visiter, les élus locaux qu'ils vont visiter vont sans doute pas trop critiquer la politique de ce gouvernement. Et on va terminer ce tour de table dans un instant. Il y en a un pour qui c'est évident, c'est Roger Carucci. Le sénateur LR voit clair dans le jeu d'Emmanuel Macron. À 6 mois des municipales, l'exécutif cajole les élus. Il était l'invité d'Oriane Mancini ce matin dans Bonjour chez vous et je vous fais réagir Émilie Zapalski. Peut-être que le gouvernement s'est rendu compte que c'était absurde de se mettre à dos l'ensemble des élus locaux sur des raisons objectives. Aller faire de grands discours devant les élus locaux, très bien, mais mettre plus de moyens sur le développement des communes, on connaît nous déjà expliquer... les grandes lignes de la loi sur le statut des élus. Non, mais là, il n'y a pas grand-chose. Là, il n'y a pas grand-chose. Je ne suis pas hostile à ce qu'il y a dedans, mais enfin... pardon, c'est marginal par rapport à la crise réelle de ce qui se passe sur les territoires. Beaucoup d'amour, mais pas beaucoup de preuves d'amour, et moi je préfère les preuves. Émilie Zapalski nous dit en gros la com, les paroles, oui, mais pas les actes. Oui, il ne faut pas oublier en plus que c'est les maires ruraux. C'était Vanik Berberian qui était à l'origine des premiers cahiers citoyens, donc des informations que notaient les citoyens pour critiquer, se plaindre ou demander, enfin faire leurs demandes. Donc il y a quand même cet écho à la crise des Gilets jaunes et ce réceptacle auquel ont servi les mairies et en premier lieu les maires ruraux. Moi je dirais qu'il y a vraiment un paradoxe dans la position du gouvernement à l'heure actuelle, puisqu'en effet, bon, ils les ont zappés pendant un certain temps. Après, ils ont redécouvert l'intérêt des élus qui servaient justement de rouage, de lien avec la population. On leur a promis un nouvel acte de décentralisation. Pour l'instant, on n'en entend pas trop parler, ou en tout cas, on ne sait pas ce qu'il va y avoir dans cet acte de décentralisation. Au lendemain du grand débat national, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça a été les premiers mots d'Édouard Philippe. Il a parlé d'aménagement du territoire, il a parlé hors métropole, il va falloir qu'on fasse quelque chose pour ces gens qui sont en dehors de ces gros centres de croissance économique.
plus Vous voulez rien. dire que finalement le message se répète, donc on peut quand même finir par le prendre au sérieux? Non, pas du tout. Moi, je pense que c'est des signaux qui ont été donnés, mais dans les faits, qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, acte de décentralisation, on n'en sait pas. Et en parallèle, par exemple, je prendrais juste un thème, l'apprentissage, c'est exactement l'inverse qui se passe. C'est-à-dire, c'est une reprise en main de l'État sur les régions pour l'apprentissage. C'est les branches professionnelles maintenant qui s'en occupent. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, c'est simplement que c'est des signaux complètement contradictoires. Et je peux comprendre que les maires ou les responsables de collectivités territoriales soient encore un peu sceptiques sur cette opération séduction qui correspond à un moment, clairement, quelque temps avant les élections. Ils attendent les municipales. actes, évidemment. Ouais. Est-ce qu'on est dans la stratégie? La réponse est oui, évidemment. C'est-à-dire qu'on a une République en marche qui n'a pas eu le temps de se construire un tissu local et qui n'a pas, a priori, l'intention de réellement construire. Elle a l'intention de le capter. C'est-à-dire, vous avez des élus, vous avez des petits maires, etc. L'idée, c'est qu'ils se rapprochent de la République en marche et qu'ils servent d'outils, d'une certaine façon, à une structure nationale. Pour le coup d'après, qui n'a les pas, sénatoriales, par pour exemple éventuellement les sénatoriales, Ou les et pour régionales. ensuite, Ou voilà, les pour régionales. avoir des grands élus qui pourraient partir au régional ou au départemental. Donc il y a en effet une stratégie. Cette stratégie, si vous voulez, pour justement l'éprouver, il va falloir attendre plusieurs choses. D'abord, dire que les collectivités n'ont pas été entendues. Toutes les collectivités n'ont pas été entendues. Quand vous écoutez Emmanuel Macron, vous voyez que tout de même, il y a une volonté justement d'insister sur ces petites collectivités. Il le dit très clairement au moment du grand débat. Ouais. On ne va pas forcément donner plus de pouvoir aux régions. D'où l'aspect un peu réticent sur cette question de l'apprentissage. Il va y avoir en effet cette loi de décentralisation, dont on verra bien ce qu'elle contient, mais dont Jacqueline Gouraud déjà nous dit qu'il n'y aura pas vraiment de grands transferts de compétences. Et quand vous écoutez justement les métropoles, elles vous disent on ne cherche pas forcément plus de compétences, on cherche justement à ce que les compétences soient mieux réparties. Donc l'idée pour le gouvernement, c'est pas forcément de décentraliser, mais plutôt de décentraliser, non pas du national au local, mais du local au local, de la métropole justement au territoire. Il y a en revanche un vrai problème qui va faire ou pas la crédibilité du gouvernement sur cette affaire, c'est le budget. Parce que là, en effet, eh bien, il y a cette erreur fondamentale du rapport avec les élus, en tout cas, de la suppression de la taxe d'habitation. Comment est-ce que vous compensez la taxe d'habitation? Alors, il s'agirait de C'est un point compenser. sur lequel ils attendent au tournant le gouvernement. Voilà, il s'agirait de compenser, de transférer la taxe foncière aux communes. Mais dans ce cas-là, comment est-ce qu'on s'occupe des départements? Tout ça va poser un vrai problème. Et le casus belli, il est peut-être là. Jeannie Calini? Je ne sais pas s'il y a un casus belli, parce que je crois que les armes ont été sorties et les munitions également ont été mises sur la table depuis 2 ans, avec comme commandant en chef le patron de de la maison dans laquelle nous nous trouvons. Je ne dis pas de la chaîne de télévision. Enfin, le Sénat, on sait que Gérard Larcher avait été un des premiers à sortir la grosse artillerie pour bien dire attention les collectivités locales, et il continue de le faire. Le grand débat est passé par là, et c'est vrai que le grand débat s'est terminé en juin, enfin juste avant les européennes. Laissons quand même le temps aux uns et aux autres de discuter et remettre à plat la fiscalité locale, une fiscalité qui date de plusieurs décennies. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, et moi je trouve que pour le moment... Dans le budget, alors, il y a effectivement l'aspect taxe d'habitation, puisque c'était une promesse du gouvernement au-delà de toutes 100% de la population ou de seulement des 80%. Bon, bref, tout ça pour dire que je n'ai pas l'impression, au jour d'aujourd'hui, tout de même, je me trompe peut-être, qu'il y ait une guerre de tranchées aujourd'hui aussi forte et aussi offensive qu'elle a pu l'être entre les maires, les représentants des collectivités locales et l'État, parce que quand même, tout de même, des choses ont été dites, des choses sont quand même annoncées. Et je voudrais juste terminer. Et puis, un dernier élément un peu significatif, c'est qu'il y a malgré tout énormément de maires, que ce soit des petites ou des grandes villes, qui, sans prendre l'étiquette La République En Marche, s'en rapprochent d'une façon ou d'une autre. Donc, ça veut bien dire tout de même qu'on n'est pas dans une guerre ouverte, comme ça a pu être le cas, ne serait-ce que l'année dernière. Je termine juste sur le côté, peut-être pas maire et collectivité locale, mais fracture du territoire dont on parlait au début. C'est qu'au-delà de tout ce qui est décentralisation, plus de moyens aux collectivités locales en tant que telles, il y a aussi le volet déconcentration qui est extrêmement important et sur lequel l'État peut avancer plus vite puisqu'il est seul maître à bord entre guillemets. Et là, c'est tout ce qui touche à la présence des services publics sur lesquels le gouvernement et M. Macron sont avancés. Alors c'est pas le nombre de lits, c'est le nombre d'hôpitaux, etc., etc. On peut jouer sur... il joue effectivement sur la présence réelle, mais en tout cas, il s'est engagé là-dessus, sur les fameuses maisons, j'ai oublié, pardonnez-moi le nom. France Service. France Service. Donc il y a tout par rapport à l'aspect
aménagement du territoire, démétropolisation ou pas. Il y a aussi tout ce rôle de l'État vis-à-vis des préfets également. Qui pourrait renforcer et contrebalancer cette fracture qui est réelle depuis au moins la crise financière, voire avant, d'il y a 10 ou 12 ans. Alors, on a d'un côté Édouard Philippe au chevet des petites villes, et puis de l'autre, Emmanuel Macron qui entame cette rentrée en parlant d'immigration. Ça ne vous a évidemment pas échappé. Son discours lundi soir adressé aux parlementaires La République En Marche a marqué les esprits. Beaucoup d'observateurs parlent d'un virage très à droite, et là aussi de stratégie électoraliste. Alors, assiste-t-on à une rentrée pleine de calculs politiques? On a posé la question à Patrick Kanner, président du groupe socialiste au Sénat. Il est au micro de Quentin Calmet en salle des conférences au Sénat. Patrick Kanner, je voudrais vous faire réagir sur cette rentrée d'Emmanuel Macron. On a vu ce discours sur l'immigration tenu face aux parlementaires République En Marche, et on voit maintenant aussi le Premier ministre qui adresse ses messages aux collectivités locales. Comment analyser cette rentrée de l'exécutif? Tout d'abord, sur l'immigration, on est vraiment dans l'amalgame le plus complet. Moi, je le regrette. Ce n'est pas en courant après les thèses du Front National qu'on le fera baisser, au contraire, on le fera monter. Mais c'est peut-être d'ailleurs ça que cherche M. Emmanuel Macron. Attention de ne pas urbaniser, permettez-moi l'expression, la vie politique française, et de ne pas utiliser l'immigré comme étant le bouc émissaire permanent de tous les malheurs de la société. Oui, mais on peut avoir un débat serein sur l'immigration. Vous l'avez eu aussi quand vous étiez au pouvoir, la gauche? Bien sûr, mais jamais en opposant, entre guillemets, la lutte des classes, finalement, en revenant sur la lutte des classes entre les bourgeois et les prolétaires, et puis laissant entendre que finalement, tous les immigrés sont des sources de problèmes. Donc attention, danger dans ce type d'amalgame, encore une fois. Qu'est-ce que vous direz, votre groupe, vous, lorsque le débat viendra au Sénat le 2 octobre? Quel sera votre message à l'exécutif? Le message, c'est, après la loi Asile-Immigration, contre laquelle nous avons voté, après les tergiversations sur l'accueil des immigrés les plus en difficulté, demandeurs d'asile, notamment les boat people du XXIe siècle dans notre pays, on voit bien que l'exécutif est vraiment très mal à l'aise sur cette question, et donc nous allons l'interroger, y compris peut-être d'ailleurs dès les premières QAG la semaine prochaine, les questions d'actualité, pour lui dire mais c'est quoi votre réel politique? Quel est le vrai Macron? Le Macron de la campagne électorale qui soutenait la générosité et la bienveillance de Mme Merkel, ou le Macron qui veut avoir un mano à mano permanent avec le Front National? Un dernier mot rapide sur cette interview réalisée par le Time Magazine. Le président de la République dit qu'il est dans la vallée de la mort, la Death Valley des réformes, ce moment difficile où les réformes ne portent pas encore leurs fruits. Qu'est-ce que vous comprenez de cette expression? Je comprends surtout que le mot de réforme peut paraître toujours positif, mais finalement la vraie question, c'est est-ce que les réformes sont toujours justes? Et manifestement, il a porté des réformes qui ne sont pas justes et qui aujourd'hui créeraient un climat anxiogène dans notre pays. Donc je dis à M. Macron, avant d'agir, il faut réfléchir. Alors il se donne le temps en ce moment de réfléchir, mais il ne faut pas qu'il déçoive. Le peuple français, on est passé de la grande illusion de son élection à une grande confusion et peut-être maintenant à une grande désillusion. Merci beaucoup Patrick Kanner pour cette réaction au micro de Public Sénat. Merci beaucoup Quentin et merci à Patrick Kanner. Pierre Jacquemin, vous êtes d'accord? Emmanuel Macron est en train de chasser sur les terres du Rassemblement national, et donc d'où cette deuxième question, est-ce qu'il est déjà en train de préparer la présidentielle? Je pense que la question qu'on a débattue tout à l'heure sur la question des municipales, elle est au cœur en fait des préoccupations d'Emmanuel Macron, et on le voit à travers la réforme sur l'assurance chômage. Les effets vont être immédiats puisque ça va enlever des chiffres du chômage avant la fin de l'année, entre 300 et 400 000 personnes des chiffres du chômage. À quelques mois des municipales, c'est quand même plutôt intéressant. Aujourd'hui, on sait très bien que le gouvernement a des alertes sur une centaine de villes de France qui pourraient basculer à l'extrême droite, dont des villes comme Perpignan par exemple. Donc c'est des choses qui les mettent en alerte. Mais plus généralement, quand même, Emmanuel Macron et même généralement sa majorité joue un jeu quand même particulièrement dangereux. C'est quand même lui qui a théorisé l'idée de moi, Emmanuel Macron, ou le chaos Marine Le Pen, et que donc aujourd'hui, il l'a redit lundi soir. Je redis juste ces mots pour nos téléspectateurs. Vous n'avez qu'un opposant sur le terrain, c'est le Front National. Il faut confirmer cette opposition, car ce sont les Français qui l'ont choisi. Bien sûr, c'est d'ailleurs toute la problématique de la rhétorique du président de la République, qui reprend mot pour mot parfois quand il dénonce le fait qu'aujourd'hui les élites, les bourgeois n'auraient pas accès aux populations immigrées parce qu'ils n'y vivraient pas. C'est ne pas connaître justement pas la stratégie, mais la composition électorale et puis surtout la sociologie des territoires. Il est faux de considérer qu'aujourd'hui seules les catégories populaires votent pour l'extrême droite. Non, aujourd'hui Marine Le Pen, il faut arrêter de penser qu'elle n'attire pas les classes intellectuelles, les classes les plus aisées. Donc
c'est ce discours-là d'Emmanuel Macron que je trouve particulièrement dangereux. Et par ailleurs, encore une fois, vous disiez, est-ce que on assiste là à un tournant un virage. Un virage très à droite. Je ne le crois pas. Emmanuel Macron commence son quinquennat avec des lois quand même particulièrement liberticides. Je pense à la loi antiterroriste, mais la loi asile-immigration, il faut quand même que les Français sachent, aujourd'hui, en France, on est en capacité, depuis la loi asile-immigration, d'incarcérer des enfants, y compris en très bas âge, mineurs, dans des centres de rétention. Donc le renforcement de la loi asile-immigration a participé déjà de cette identité qui était une identité quand même très à droite. Bon, Emmanuel Macron, maintenant, ça n'a échappé à personne, il est de droite, mais clairement maintenant aussi sur les questions migratoires qui clivent évidemment sur l'ensemble de l'échiquier politique, parce que même la gauche n'est pas capable de répondre à cette question. C'est pas une question qu'il faut éluder, il faut évidemment y répondre, mais c'est pas en prenant un parti pris rhétorique qui est quand même relativement anxiogène qu'on va faire comprendre qu'aujourd'hui non, il n'y a pas un problème de l'immigration, il y a juste un manque de politique publique en faveur de l'accueil par exemple, en faveur de l'insertion professionnelle. Je finis juste là-dessus parce que c'est quelque chose qui va sans doute venir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. L'idée de couper les étrangers aujourd'hui d'une aide médicale d'État me paraît totalement absurde, c'est-à-dire qu'on prend les choses à l'envers. Pourquoi on ne donne pas des droits ? A priori, on n'y touchera pas. Il faut donner des droits aux travailleurs, j'en sais rien. Si on n'y touchera pas, on verra ce que donnera le débat parlementaire qui se passera en même temps que la Convention nationale de Marion Maréchal. Donc on va créer un climat qui va être quand même particulièrement nauséabond à ce moment-là. Émilie Zapalski. Mais moi j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron, là, dans cette bataille et dans cette préparation présidentielle 2022, il manque de courage. Parce que finalement, son opposition au Rassemblement national, il la prend sur le thème de l'immigration. Mais comme vous le disiez... Et là, vous dites c'est un peu facile, quoi. C'est un peu facile, c'est voir par le petit trou de la lorgnette la thématique qui concerne les électeurs du Rassemblement national. Parce que si on regarde les votes Rassemblement national, il n'y a pas que l'immigration qui leur pose un problème. Il y a aussi cet abandon, ce sentiment d'abandon dans ces territoires justement qui ne sont pas issus de la métropole, qui sont un petit peu perdus, qui ont moins de services publics, qui ont moins d'hôpitaux, qui ont moins d'industries, qui perdent des emplois. Il y a tout ça aussi. Et c'est ça aussi qu'il faut attaquer. Et je pense que là, Emmanuel Macron n'est pas du tout sur ces thématiques. Il a donné un petit peu l'impression au démarrage là, de cette deuxième partie de quinquennat à l'issue du grand débat et de tout ce mouvement des Gilets jaunes, mais finalement il ne va pas jusqu'au bout de la démonstration. Donc l'immigration c'est un petit peu le chiffon rouge qui est affiché comme ça pour essayer de rapatrier, mais ça ne sera pas le fond pour les électeurs. Et par ailleurs ça donne une conséquence terrible en termes de discours, et on a déjà eu ça aux élections européennes, c'est que ça vide complètement son discours global, son programme, on n'en a plus entendu parler aux élections européennes, son projet européen. Finalement, cette opposition qui crée, avec cette thématique centrale de l'immigration contre le Rassemblement national, vide complètement tout son contenu, son discours et même son ambition. Parce que si vous regardez dans les sondages, la préoccupation principale des Français en ce moment, c'est pas l'immigration, c'est l'environnement. C'est l'environnement qui arrive en premier, c'est la santé ensuite, c'est le pouvoir d'achat. L'immigration, elle arrive seulement en 4e position. Pourquoi ? Donc erreur stratégique même. Mais j'irai même plus loin, c'est un homme neuf qui a été élu parce que on a dit qu'il avait fait un hold-up, ou je ne sais plus comment on disait. Il a débarqué avec des idées nouvelles, mais en fait, il n'est pas du tout nouveau. Il refait de la vieille politique. Il serait nouveau s'il nous balançait une ambition très très forte là, à partir de maintenant, sur l'écologie, un programme qu'on n'aurait jamais vu, qui redonne une dynamique sur autre chose. Y compris pour sur la les questions migratoires d'ailleurs. Y compris parce que la migration venue de l'environnement et des problèmes climatiques, on va en avoir. Mais non, il est très frileux, très prudent, très ancien mode, oui. Benjamin Morel. Oui, si vous voulez, cette opposition avec le Rassemblement national, elle a quand même beaucoup servi Emmanuel Macron, tout bêtement, parce qu'elle a activé un effet vote utile, notamment de la part de l'électorat social-démocrate et surtout de la part de l'électorat de droite. Donc dès lors, il y a deux aspects, si vous voulez, dans ce retour de la thématique de l'immigration. Il y a un aspect tactique. On était sur une séquence réforme des retraites. Cette réforme, elle pose problème, tout bêtement, parce que ceux qui sont le plus fâchés contre cette réforme, c'est les professions libérales. L'un des noyaux durs du noyau électoral d'Emmanuel Macron. Donc changer de séquence, pour lui, c'est important. Tactiquement, c'est plutôt malin. Deuxième aspect tactique qui est important, c'est justement qu'on va rentrer dans une phase d'élections locales. Ces élections locales, c'est pas le Rassemblement national qui va menacer la France de conquérir toutes les communes. C'est pas non plus la République en marche qui va emporter. Mais c'est pour ça que je posais la question, est-ce qu'il n'est pas en train de préparer la présidentielle ? Oui, c'est bien sûr qu'il prépare la présidentielle. Donc c'est pas non plus LREM qui va conquérir l'ensemble des communes. Donc l'idée qu'il y aurait d'un côté un pôle RN et de l'autre un pôle LREM va être masquée lors de ces élections locales. Or, Emmanuel Macron, justement pour continuer à activer cet effet vote utile, a besoin que le Rassemblement national soit audible, apparaisse comme réellement la principale force d'opposition. Après, il y a un aspect plus intéressant qu'un aspect stratégique, si vous voulez. Emmanuel Macron, dans ce discours, il dit deux choses qui sont intéressantes. Il parle de l'immigration et il dit également « nous ne sommes pas un parti bourgeois » en parlant d'LREM. Sauf que si,
LREM est un parti bourgeois. Plus vous montez dans l'échelle des revenus, et plus vous votez LREM. Donc il y a là un parti bourgeois, mais LREM ne peut pas se contenter, et sans doute faut-il entendre comme ça Emmanuel Macron, LREM ne peut pas se contenter d'être un parti bourgeois. Et donc là, on a une vraie inflexion stratégique. Jusqu'à présent, Emmanuel Macron, y compris d'ailleurs à la sortie du grand débat, ne s'était adressé qu'à sa base électorale justement plutôt aisée. Et d'une certaine façon, une partie de cette base électorale, aujourd'hui, pour des tas de raisons assez diverses, notamment la base électorale de centre-gauche, est partie. Donc Emmanuel Macron a besoin de nouvelles ressources en termes de voix, et on voit très bien qu'aujourd'hui, il va les chercher à droite. Donc oui, en effet, il y a une droitisation, et il y a une volonté de reconstruire un espace électoral qui unirait non seulement ces classes supérieures, mais également une partie des classes populaires qui croiraient dans un discours plus sécuritaire et anti-immigration. Moi, je dirais deux choses. Tout d'abord, sur le procès qu'on fait à Emmanuel Macron sur une sorte d'instrumentalisation du Rassemblement national dans un but uniquement électoral, voire électoraliste, tout en disant d'ailleurs au détour d'une phrase que ce n'est pas le problème pour les municipales. Donc, est-ce que c'est électoraliste ou pas? Oui, pour 2022. Oui, d'accord, 2022. 2022, puis c'était bon aussi en 2017. Enfin bon, dans Vous ce n'y cas-là, croyez pas, donc? dans une démocratie, il y a toujours une élection au détour d'un chemin, que ce soit au bout de 2 ans ou 3 ans. Donc, tout ce qu'on fait, surtout quand on est au pouvoir, devient électoraliste. Mais plus sérieusement, je ne sais pas que je cherche à défendre, mais là, il y a quand même vous avez le droit. Non, non, je ne défends pas, je parle en tant que citoyen. Donc, ce Rassemblement national, je ne pense pas que ce soit Emmanuel Macron qui l'ait fait. Je ne pense pas. Emmanuel Macron avait trouvé déjà un Front National à l'époque extrêmement fort. Et c'est vrai que depuis la campagne de 2016 notamment, et puis 2017, Emmanuel Macron a vu effectivement dans la montée de ce populisme et de cet extrémisme, également aussi bien en France qu'en Europe, et que dans des grands pays comme le plus grand par la puissance économique qui s'appelle les États-Unis, cette poussée-là. Donc moi, quand je vois un candidat puis un président qui prend acte de la poussée de cette force et qu'on peut être opposé ou critiquer fort légitimement cette force-là, ça ne me choque pas qu'un président de la République élu sur les bases qui ont été celles d'Emmanuel Macron s'en prenne de cette façon-là au Rassemblement national qui, encore une fois, est poussé par une vague historique un peu partout. Deuxièmement, effectivement, est-ce que c'est récupérer la droite? Mais moi, plutôt que... Alors, on sait effectivement que l'immigration et surtout l'intégration, parce que c'est surtout ça dont parle Emmanuel Macron dans son discours. Il y a effectivement tout ce qui est contrôle des frontières, de l'immigration et des flux, dans un sens comme dans l'autre, que ce soit le regroupement familial ou la reconduction aux frontières, mais il y a aussi les problèmes d'intégration. On peut dire qu'effectivement, le Rassemblement national ces dernières années s'en est saisi, mais pas seulement. Nicolas Sarkozy et les Républicains également. Et à gauche, Manuel Valls en avait fait aussi un élément fort de son discours, voire de sa politique. Et je terminerai par Jean-Luc Mélenchon, qui, avec des termes différents, bien sûr, est très mal à l'aise vis-à-vis de cette immigration économique, parce qu'on sait, et il le dit, que ça... Je suis obligée de vous couper, excusez-moi. Oui, mais je veux dire par là, tout de même, que c'est un thème qui reste plutôt universel, et pas seulement de droite, et pas seulement d'extrême droite, et que viser les classes populaires, ce n'est pas seulement faire et récupérer et prospérer sur des thèmes d'extrême droite. Sauf que les propos d'Emmanuel Macron ont provoqué quelques tensions au sein de La République En Marche. C'est une des questions qui se posait aujourd'hui lors des journées parlementaires. La République En Marche, où se trouve Stéphanie Depierre de LCP Assemblée Nationale. On l'écoute et on n'aura que 2 minutes pour commenter ce qu'elle dit. Écoutez. Emmanuel Macron l'a dit aux parlementaires lundi soir, le sujet qu'il faut regarder en face en cette rentrée, c'est l'immigration. Le président de la République veut reconquérir l'électorat populaire parti au Rassemblement national. Des propos et une stratégie qui passent mal dans l'aile gauche de la majorité. J'ai eu l'impression d'écouter un responsable du Front National, a carrément déclaré la députée Delphine Bagary. Une quinzaine de députés ont également signé 2 tribunes, l'une pour un meilleur accueil des migrants, l'autre pour défendre l'aide médicale d'État accordée aux étrangers. Vous le savez, le sujet est inflammable à La République En Marche. Les déchirures autour de la loi Asile et Immigration l'an dernier sont encore dans toutes les têtes, mais les patrons du groupe appellent ici à l'unité et relativisent. Vous avez entendu 1 ou 2 parlementaires prononcer des propos que je trouve excessifs. Et je répète ce que je viens de vous dire. Si on a des reproches ou des commentaires à faire, ça n'est pas devant la presse qu'il faut les faire, mais c'est entre nous, de façon à lever les ambiguïtés. Parce qu'il y a vraiment des ambiguïtés. Ceux qui ont pu évoquer la tonalité des propos du chef de l'État dans les termes où ils l'ont évoqué me paraissent à la fois excessifs
dangereux pour eux-mêmes, mais aussi dangereux pour le mouvement dans son ensemble. La République En Marche ne veut pas laisser le monopole des débats sur l'immigration à l'extrême droite. Le discours du président de la République est un discours de vérité que personne n'assumait jusqu'alors. Il faut le dire, explique une ancienne socialiste qui est dans une circonscription où le Rassemblement national est très implanté. La réalité électorale, c'est le Rassemblement national, explique un autre. N'empêche, le débat risque de faire tanguer la majorité en cette rentrée. Un jeune député mal à l'aise, lâche, on est devenu d'une certaine façon le parti de l'ordre, mais cet ordre nous est demandé, sous-entendu par les électeurs. Alors, rapide tour de table pour oui ou non, ça va faire tanguer la majorité. Tanguer, non. Réfléchir, oui, parce qu'effectivement, il y a plusieurs voix, plusieurs courants dans le cœur et dans ce parti ramasse-tout dont parlait tout à l'heure Benjamin, avec cette volonté de rouer vers le peuple et vers les classes modestes. Mais je peux vous dire, par exemple, Madame Bagary va peut-être devoir s'expliquer devant le groupe parce qu'elle a effectivement dépassé les bornes. Et encore une fois, c'est surtout ce qu'on appelle le collectif social-démocrate qui représente entre 20, 30, 40, 50 députés, une sorte d'aile de gauche, qui n'est pas prêt du tout à fracturer ou à partir. En revanche, s'approprier le débat qui va avoir lieu à la fin du mois à l'Assemblée nationale et faire entendre leur voix, oui. En 20 secondes. Ouais, je ne sais pas si on arrivera à faire cliver l'ensemble du groupe. Ça risque de tanguer un tout petit peu parce qu'on voit bien quand même que les propos d'Emmanuel Macron avant la présidentielle, quand même, quand il faisait ses grands discours pour féliciter Angela Merkel d'accueillir le million de migrants en disant qu'il fallait avoir une politique aussi exemplaire en France. Aujourd'hui, on n'y est pas, le compte n'y est pas. La loi Asile-Immigration a déjà fait des vagues au sein de la majorité. Et par ailleurs, si cette majorité s'est aussi consolidée, c'était aussi parce que Emmanuel Macron avait battu l'extrême droite au second tour de l'élection présidentielle. Et je ne suis pas sûr que demain, dans le même cas de figure, parce que c'est ce qu'il cherchait à avoir, un second tour avec le Front National en 2022, il soit celui qui soit en capacité de faire le rempart contre le Front Alors National. du coup, 10 secondes, Émilie Zapalski. Alors moi, je pense pas du tout que ça divise et que et déjà, ceux qui voulaient partir ou prendre un peu un avis différent sont déjà rentrés dans la danse, rentrés dans l'ordre. Je vois Aurélien Taché qui a eu un discours complètement différent alors que lui, il fait partie de l'aile gauche. Ouais. Et même, je trouve qu'ils lui ont sauvé la mise avec cette tribune qui était préparée avant parce qu'ils parlent, eux, d'intégration. Et moi, j'ai pas trop entendu Emmanuel Macron parler d'intégration, il était plutôt sur l'immigration, sur le droit d'asile. Si vous voulez, il y a déjà des tensions au sein de la majorité, très clairement, sur le CETA, sur plein de sujets. Il n'y a pas de parti, donc évidemment, on a une majorité qui se craquelle et qui se craquelle souvent. Si le revirement, comme je le disais tout à l'heure, est tactique, il n'y aura pas de craquellement plus important. S'il est stratégique, en revanche, à long terme, il peut y avoir un vrai problème. Merci à tous et tous d'avoir participé à ce grand débat. Demain, 7h30, Oriane Mancini, bonjour chez vous. L'invité politique sera Éric Coquerel, député La France Insoumise. Bonne soirée. Avez-vous